Cette conférence va maintenant être enregistrée. Oui, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui regardent l'enregistrement, sachez simplement que ma caméra ne fonctionnant pas, bon, mon visage n'est point visible. C'est pas très grave de toute façon. L'essentiel étant le cours pour en parler. Donc, le cours du jour est un cours assez différent des cours précédents que j'ai pu donner. Donc, pareil, je songe par exemple au cours il y a quelques semaines sur les preuves de l'existence de Dieu, sur l'argument ontologique. L'idée ici étant de vous donner un ordre d'idées, de champs assez différents de ce à quoi on a pu toucher. Vous avez pu voir, par exemple, dans mes derniers cours, qu'on était dans l'étude fine d'arguments. Le jeu était de prendre des arguments, donc formulés par divers philosophes, quelle que soit d'ailleurs la période, dans tous les cas de déceler les axiomes sous-jacents, de saisir ce qui fonctionnait de ces arguments, et j'en passe, de faire dialoguer les arguments entre eux, le tout sans les inscrire finalement dans une temporalité, sans les inscrire dans la période dans laquelle ils étaient formulés. C'est-à-dire que, en d'autres termes, on se fichait du contexte sociologique, socio-historique, dans lequel les arguments étaient formulés. Tout ce qui comptait était de voir si les arguments tenaient la route d'un pur point de vue argumentatif et s'ils se répondaient entre eux, et j'en passe. Ici, au contraire, j'aimerais vous proposer quelque chose qui relève plutôt de la généalogie, alors pour employer un terme à la mode, comment et pourquoi certaines idées se répandent-elles parmi les philosophes, et par la suite, raison pour laquelle c'est intéressant, c'est malgré tout intéressant à étudier, comment infusent-elles dans nos représentations. Donc, nous allons, en d'autres termes, faire le va-et-vient entre les représentations, donc la représentation sociale, et des sociétés dans lesquelles baignent les philosophes dont nous allons parler, quelles sont les causes sociales, intellectuelles, politiques, etc., expliquant la diffusion des idées qu'ils peuvent formuler à tel ou tel moment, dans quels horizons de pensée leurs idées se déploient-elles. Nous allons faire le va-et-vient entre, d'une part, ces représentations, d'autre part, les argumentaires concrets, parce que nous sommes tout de même en philosophie et non pas en histoire. Ce qui nous intéresse ici, c'est la manière dont peut se structurer un argumentaire. Ce qui n'interdit pas, ce sur quoi j'aimerais ici, en fait, justement insister avec ce cours, de faire le va-et-vient avec les causes pour lesquelles un philosophe peut formuler une idée à tel ou tel moment. En d'autres termes, une pensée, c'est ce que j'aimerais ici soutenir, une pensée est toujours tributaire d'une époque, reste que il ne faut surtout pas l'y réduire, ou du moins c'est un pas que, en ce qui nous concerne, nous ne saurions franchir, d'où ce va-et-vient entre une approche qui finalement sera très historique, quasi sociologisante, et une approche qui sera, quant à elle, consacrée à la reconstruction des arguments, pourquoi l'argument tient-il, et j'en passe. Donc, comme je vous le disais maintenant, enfin, passer cet avertissement préliminaire sur la démarche que j'entends avoir dans le présent cours, comme je vous le disais dans mon mail, dans ce premier cours, enfin, ce qui m'intéresserait, enfin, il en va plutôt de la philosophie de l'histoire. Ce qui m'intéresserait plus particulièrement ici, ce serait de mettre en évidence la manière dont se dégage peu à peu une idée qui est aujourd'hui, en fait, une idée qui va plutôt de soi, enfin, ou du moins qui peut être contestée, mais contestée de l'intérieur. Enfin, on verra ça au cours suivant de toute façon, mais l'idée de progrès. Comment cette idée se dégage en philosophie de l'histoire? Comment on passe d'une vision tantôt cyclique, tantôt décadentiste dans l'Antiquité, donc soit on dit rien de nouveau sous le soleil parce que de toute façon tout revient, soit on dit bon, de toute façon ça va de mal en pis. Comment passe-t-on d'une telle vision à une perspective téléologique, d'abord religieuse puis laïcisée, qui pose un horizon ultime, donc par exemple le progrès, enfin vers lequel on progresserait, horizon ultime présenté de manière positive. Donc le premier cours sera consacré à l'émergence de cette idée et à ses formulations dans la philosophie donc de la fin du XVIIIe, du XIXe, avec évidemment toute une archéologie, donc ce que ça donne dans la philosophie antique, dans la philosophie et comment ça se dégage peu à peu. Le second cours, le cours de la semaine prochaine, donc sera quant à lui consacré à la question de la sortie de cette démarche téléologique. Alors je définis peut-être le terme de téléologie. On parle de téléologie, donc c'est un télos en grec, une fin. À partir du moment où on pose une fin et qu'à partir de là, en fait, on va raisonner comme si les événements avaient vocation à se conformer à la fin qu'on a posée. Donc, comme je vous le disais, ce premier cours visera à montrer comment se met en place une vision téléologique. Le second cours s'intéressera à la question de la sortie de la téléologie, invoquant par exemple développement de l'idée de civilisation, entre autres idées. On verra ça de toute façon au cours suivant. Je n'en dis pas plus. En tous les cas,
avec l'idée de progrès, il en va, je vous le disais, d'un problème qui touche à la philosophie de l'histoire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on entend par philosophie de l'histoire? Eh bien, que fait l'historien? Que fait l'histoire? L'histoire est une discipline qui finalement constate des événements et leur cherche une intelligibilité locale. Alors, pour le dire de manière très caricaturale, il y eut, mettons, assassinat de tel duc à tel moment. Quelles en sont les causes? Qu'est-ce que ça nous dit de la situation socio-économique? Qu'est-ce que ça nous dit des mentalités? Qu'est-ce que ça nous dit, etc., etc. Alors évidemment, l'histoire n'est pas qu'histoire politique, donc là je vous donnais l'exemple de l'assassinat du duc, évidemment il y a aussi une histoire des représentations. Telle idée était d'usage courant à tel ou tel moment, bon, bah, pourquoi, quelles en sont les causes sociales, économiques et j'en passe. Bon, ça c'est la démarche de l'historien. La philosophie, quant à elle, ne peut se satisfaire d'une telle démarche, elle est à la recherche d'une intelligibilité plus globale, enfin en tout cas, tout du moins la philosophie de l'histoire dont je vous parle ici. Parce que la philosophie de l'histoire, c'est une expression qui peut recouvrir divers enjeux. En fait, par exemple, il y a une épistémologie de l'histoire. Comment les historiens doivent-ils travailler? Mais ça, c'est des questions qui ne m'intéresseront pas ici. Ici, quand je vous parle de philosophie de l'histoire, je vous parle de la recherche d'une intelligibilité plus globale à l'histoire. Pourquoi les événements se structurent-ils de telle ou telle façon? Les événements en général, et non pas pourquoi tel événement particulier, comment peut-on expliquer tel événement particulier, non, pourquoi les événements se séquencent-ils de telle ou telle façon, y a-t-il un but, y a-t-il une finalité dans l'histoire, et j'en passe. L'enjeu ici sera donc de suivre les conceptions du temps et de l'histoire à travers les périodes pour essayer de dégager comment l'idée de progrès se décide. Alors, évidemment, je vais donc parcourir 2500 ans d'histoire de la philosophie, même si je m'attarderai plus sur le 18e, 19e, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais la conséquence évidente, c'est que je serai très caricatural, je vous préviens tout de suite. Mais en très gros, les trois grands mouvements que nous allons distinguer seront d'un côté la conception du temps antique, antérieure à l'idée de progrès, très souvent cyclique. Un deuxième mouvement qui sera plutôt consacré à la question à ce qu'a fait l'irruption du christianisme à la philosophie, ce qui la pousse à poser une téléologie, ne serait-ce que parce qu'il faut bien dite pensée moderne, connaissons. Pardon, ma connexion a coupé, m'informe-t-on, m'entendez-vous? Oui, j'entends, mais il y a eu un petit Oui, oui, passage que j'ai raté. Bon, moi aussi. d'accord. Dans tous les cas, je vais me contenter de vous présenter trois moments. Je vous disais en très gros, premier moment, conception du temps antique, cyclique. Je crois qu'il a des vrais problèmes de connexion. Vous avez coupé, monsieur?
m'entendez-vous? Oui, on vous entend. Oui. Oui, donc pour ceux qui écouteront l'enregistrement, j'ai une connexion plus qu'erratique. Là, je suis passé en 4G, donc espérons que ça tienne. Bon, très bien. Donc, pour revenir à notre propos, bon, je vais dessiner trois grands moments, comme je vous le disais. Donc, conception du temps antique, conception du temps chrétienne, conception du temps moderne, entre guillemets. Bon. Mais avant donc d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire une remarque supplémentaire, à savoir que tout à l'heure je parle de philosophie de l'histoire. Notez que parler de philosophie de l'histoire telle qu'elle, chez Platon ou encore chez Saint-Augustin, comme nous le ferons, puisque nous allons parler de Platon, nous allons parler de Saint-Augustin, c'est malgré tout plaquer une catégorie quelque peu anachronique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Platon, Saint-Augustin désigneraient leur pensée comme philosophie de l'histoire. Et c'est d'importance, vous allez le voir en particulier chez Saint-Augustin, parce que la démarche philosophique et la démarche théologique sont pas forcément sont pas très distinctes. Bref. L'expression, en fait, est très moderne. L'expression apparaît pour la première fois chez Voltaire dans les années 1760, je crois. Mais peu importe, en tout cas pour le présent propos, j'appellerai philosophie de l'histoire, au sens large, toute pensée cherchant à mettre en lumière des lois, des principes à l'œuvre dans l'histoire humaine. Bon, alors encore une fois, cette définition ne couvre qu'un pan de ce que c'est que la philosophie de l'histoire, hein, il y a toute une épistémologie de l'histoire et j'en passe, mais bon, on va garder cette définition pour ce que nous allons faire aujourd'hui. C'est vraiment juste une définition de travail, hein, c'est pas une définition canonique ni quoi que ce soit, simplement ça nous permet de discerner ce qui est philosophie de l'histoire et ce qui n'en est pas. Bien. Donc, pour en venir maintenant au premier moment que j'ai discerné tout à l'heure, à savoir le moment antique, j'aimerais tout d'abord vous rappeler qu'une conception du temps qu'on associe fréquemment à la pensée antique, et plus particulièrement à la philosophie antique, parce que il est moins clair qu'on puisse attribuer une telle conception du temps, par exemple, aux historiens antiques, à Thucydide et j'en passe. Mais bon, en tout cas, ça vaut pour les philosophes et c'est ce qui nous intéresse ici. C'est une conception qu'on pourrait dire celle du temps cyclique. Bon, vous trouverez, enfin, encore une fois, il ne faut pas être trop caricatural là-dessus, c'est-à-dire que bon, on en a souvent fait un système en disant bon, les anciens, ils ont une pensée du temps cyclique, tous en bloc. C'est plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer ici dans les nuances. Pour le dire trivialement, l'idée générale est la suivante l'histoire passe par une séquence fixe d'événements qui se répètent. Donc vous voyez, bon, mettons vous avez un temps éternel, et puis là-dedans vous avez différentes séquences. Donc vous avez une première séquence qui se déroule avec événement 1, événement 2, événement 3. Et puis ensuite, ça reprend à zéro, événement 1, événement 2, événement 3, et j'en passe. Quand on dit évidemment qu'il se répète, ça ne signifie pas nécessairement qu'il se répète exactement. On peut parler d'analogie structurale, par exemple, aussi. Alors évidemment, là c'est formulé en termes très modernes, mais dire finalement, par exemple, je ne sais pas moi, que les civilisations passent par des phases de progrès et de déclin, bon, bah, ce serait avoir une conception plus ou moins cyclique, parce que bon, ça s'enchaîne, et donc bon, bah, un peuple est sur progresse, puis est sur le déclin, et j'en passe. Bon. Et d'où vient ce thème dans la pensée antique? Eh bien, il vient d'abord, en fait, si on voulait vraiment en faire si on voulait en faire l'historique, il vient d'abord de la pensée mythique. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre donc que en Grèce, dissocier complètement pensée philosophique et pensée mythique, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout à fait. Donc, par exemple, je vais vous parler de la pensée mythique grecque, puisqu'ici, ce qui nous intéresse, c'est les Grecs, même si, évidemment, c'est quelque chose que vous trouvez dans d'autres civilisations anciennes. Je vous invite, par exemple, à lire Mircea Eliade, si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'idée de l'éternel retour, il me semble, je retrouverai la référence. Mais en tous les cas, dans la pensée mythique grecque, je songe, par exemple, au mythe des âges, chez Hésiode. Hésiode, c'est un poète de la Grèce archaïque, du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui vous dit qu'on passe de l'âge d'or à l'âge d'argent, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge de fer, donc il y a une sorte de décadence. Voici, pour citer brièvement Hésiode. Quand les hommes et les dieux furent nés ensemble, d'abord les célestes habitants de l'Olympe créèrent l'âge d'or pour les mortels doués de la parole. Sous le règne de Saturne, qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétude, de travaux et de souffrances. La cruelle vieillesse ne les affligeait point, leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur, et loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins, riches en fruits délicieux et chers aux bienheureux immortels. Donc vous voyez, là on a l'âge d'or, puis ensuite on va avoir les âges suivants, donc par exemple l'âge d'argent. Ensuite, donc d'abord on a la disparition des hommes de l'âge d'or. Là on est vraiment dans la pensée mythique. Pour l'instant on n'est pas dans la pensée philosophique à proprement parler, mais mon objectif est d'abord de vous présenter les mythes qui seront
finalement, enfin, qui sont dans l'horizon de pensée des philosophes tels Platon, dont je vais vous parler par la suite. Donc voilà, âge d'or, puis donc tout va bien, tous les biens naissaient autour d'eux, la terre fertile produisait d'elle-même d'abondants trésors, vous voyez, pas besoin d'agriculture, et j'en passe et j'en passe. Quand la terre eut renfermé dans son sein cette première génération, ces hommes, appelés les génies terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels, et j'en passe. Donc après leur mort, ensuite, les habitants de l'Olympe produisirent une seconde race bien inférieure à la première, l'âge d'argent, qui ne ressemblait à l'âge d'or ni par la force du corps, ni pour l'intelligence. Nourri par les soins de sa mère, l'enfant, toujours inepte, croissait durant 100 ans dans la maison natale. Parvenu au terme de la puberté et de l'adolescence, il ne vivait qu'un petit nombre d'années, accablé de ses douleurs, triste fruit de sa stupidité. Car alors, les hommes ne pouvaient s'abstenir de l'injustice. Ils ne voulaient pas adorer les dieux, ni leur offrir des sacrifices sur leurs pieux autels. Donc vous voyez, c'est la décadence, bon, on a des hommes qui ne veulent plus honorer les dieux, et j'en passe. Bon, et après ça, on a l'âge de bronze, enfin, on a l'âge de bronze et l'âge des héros, donc, et puis enfin l'âge de fer. Donc je passe sur les âges suivants, je vais directement à l'âge de fer parce qu'il est inutile de vous citer tout ça in extenso, mais voilà, sur l'âge de fer, et c'est là le passage qui m'intéresse. Plût aux dieux que je ne vécusse pas au milieu de la 5e génération, que ne suis-je mort avant, que ne puis-je naître après, c'est l'âge de fer qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront ni de travailler, ni de souffrir pendant le jour, ni de se corrompre pendant la nuit. Les dieux leur enverront de terribles calamités. Toutefois, quelques biens se mêleront à tant de maux, alors évidemment, mais voilà, en tous les cas, on se retrouve dans une situation absolument calamiteuse. Le père ne sera plus uni à son fils, ni le fils à son père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son ami. Le frère, comme auparavant, ne sera plus chéri de son frère. Les enfants mépriseront la vieillesse de leurs parents. Les cruels, ils les accableront d'injurieux reproches, sans redouter la vengeance divine. Donc vous voyez, un âge de fer absolument désastreux, où plus personne ne respecte personne, et j'en passe, on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu. Voilà. Et donc vous me direz, bon, là-dedans, dans le texte que je viens de vous citer, il n'y a que de la décadence finalement, puisque, enfin, que de la décadence, c'est plus compliqué que ça en réalité, puisque les âges ne se suivent pas de manière strictement décadente. L'âge des héros est-il moins bon que l'âge de bronze? Pas vraiment, mais enfin, disons que c'est la direction générale. Or, le passage qui est intéressant, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, plutôt Dieu que je ne vécusse pas au milieu de la 5e génération, que ne suis-je mort avant, que ne puis-je naître après. Hésiode, estimant que nous vivons à l'âge de fer, donc le pire des âges, exprime le regret, certes, de n'être pas né avant, à l'âge d'or, à l'âge d'argent, mais aussi de n'être pas né plus tard. Le plus tard est incompréhensible s'il ne pense pas que ça reviendra. Sur ce point, je m'appuie sur l'historien Vernant, parce que bon, je le précise parce que c'est un point qui peut être disputé, d'aucuns se refusant à voir si tôt l'émergence d'une pensée cyclique. Donc ça, c'était juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblaient les mythes dans lesquels les philosophes grecs qu'on a coutume de lire ont été biberonnés. Et pour cause, parce que ça influe de toute façon sur leur conception de l'histoire. Maintenant, évidemment, notre propos ici n'est pas de vous parler de la poésie grecque antique, même si c'est très intéressant. Donc, pour en venir, en tout cas, à nos philosophes, puisque c'est tout de même le propos, attendu que tous ces passages sur la poésie ne servaient que de remise en contexte culturel, j'aimerais aborder typiquement la question chez Platon. Chez Platon, on a... donc là, j'en viens à proprement parler au discours philosophique qui purent être porté à partir de ça. Bon. Chez Platon, qu'est-ce qu'on a? On a une philosophie de l'histoire qui peut se déployer, alors, dans le Timée, avec une ampleur très cosmologique. Alors, le Timée, c'est une des œuvres de Platon, un dialogue de Platon. Dans les livres 8 et 9 de la République aussi, mais sous un tout autre plan, sur le plan bien plus politique. Enfin, on en parlera par la suite, mais en tous les cas, c'est dans des textes plutôt tardifs dans la vie de Platon. Ce qui est intéressant dans ces textes, c'est qu'on est dans une pensée, vous allez le voir, qui n'est pas complètement affranchie du mythe. C'est ça qui est très intéressant de façon générale quand on lit Platon, c'est que il y a toujours ce va-et-vient entre une philosophie déjà rationaliste, déjà conforme par certains aspects à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la philosophie, et le mythe. Alors, bon, d'ailleurs, vous noterez, je suis conforme là-dedans à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je fais vraiment de la généalogie, je ne m'intéresse pas simplement à vous reconstituer les arguments, mais aussi à vous montrer que la manière d'écrire la philosophie n'a pas toujours été la même, très loin de là. Bon. En tous les cas, ça conduit pas forcément à dénier a priori tout intérêt à l'argumentation déployée, hein, bien sûr, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de vous dire que les deux se mêlent. Vous voyez, il y a d'un côté quelque chose qui s'assimile à ce que notre pratique contemporaine appellerait philosophie, de notre côté quelque chose de très mythique qui est présent. Donc par exemple, si on prend le Timée, eh bien, vous avez une conception cyclique qui est exprimée par l'idée de la grande année.
pour le dire sommairement, tout part de la question suivante. Comment le temps se définit-il? Comment comprend-on ce que c'est que le temps dans le timé? Alors là, je suis vraiment sur la discussion d'un dialogue de Platon, je ne suis pas sûr. J'ai quitté ici le mythe, enfin vous allez voir, de toute façon on retombe dessus. Bon, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps se définit selon les mouvements des astres. Vous mesurez les heures selon le mouvement du Soleil, vous mesurez les mois selon les mouvements de la Lune. Rien ne vous interdirait de mesurer des durées selon les mouvements de Mars, de Vénus, de Jupiter, et j'en passe. Alors je précise qu'on est évidemment dans un modèle géocentrique, donc à partir de là, vous avez tous ces astres qui font le tour. Alors, ils font le tour selon des trajectoires parfois bizarres, évidemment, puisque si vous vous placez dans un référentiel Terre, la trajectoire de Mars est assez étrange, mais passons ces considérations, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qu'on mesure le temps selon ceci. Et donc, évidemment, on estime qu'il y a un retour des jours, finalement, lorsque le soleil se lève de nouveau. Vous voyez, le soleil se lève là, du coup, commence un jour, le soleil se lèvera demain, commence un autre jour. Vous avez une sorte de retour. Mais ce nouveau jour n'est pas le même que le précédent. Pourquoi? Parce que même si vous mesurez le temps à partir du soleil, il n'empêche que par rapport aux autres astres, la position des autres astres a changé. Vous voyez, la position de la Lune a changé, donc vous êtes dans un jour différent dans le mois. Et quand bien même vous changez de mois, la position de Mercure, par exemple, a changé pour X raisons. Donc du coup, vous êtes dans une autre période à mesurer selon Mercure. Bon. Donc à partir de là, et c'est là que vous allez voir que ça devient très empreint d'une pensée assez mythique, ce qui est intéressant, c'est que on peut déterminer un moment, mettons que vous êtes à T0. Vous avez tous les astres qui sont à telle ou telle position. Donc vous avez Mercure à telle position, Vénus à telle position, Mars à telle position, la Lune à telle position, le Soleil à telle position. Eh bien, vous pouvez déterminer un temps. C'est approximativement dans 36 000 ans, je crois. Alors, j'ai jamais fait je ne suis pas astronome pour dessous, mais enfin, peu importe. Où tous les astres apparaîtront à partir de la Terre à l'observation exactement la même position. Platon tire profit de cet argument pour nous dire qu'à partir de là, le temps, c'est quoi? C'est une image mobile de l'éternité, c'est-à-dire qu'on va finalement retomber sur exactement la même situation au niveau des astres, et donc exactement au même moment. C'est la grande année. Et donc, ça implique quoi à notre échelle? Ça implique qu'en quelque sorte, dès que les astres retrouvent tous leur position initiale, pourquoi ne pourrait-on pas dire que l'univers reboot en quelque sorte? Ce serait ça que ça voudrait dire. Vous vous placez à T0, vous vous placez à T0 plus 36 000, tout est pareil à échelle cosmique. Dès lors, pourquoi tout ne serait pas pareil à échelle terrestre? Alors évidemment, formuler à nous autres oreilles contemporaines, ça sonne très étrange. Alors, de fait, il y aura par la suite toute une discussion dans le corpus néoplatonicien qui associera cette question-là à la question de la causalité céleste. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui arrive sur Terre est la conséquence de mouvements d'astres. Donc, à partir de là, c'est cohérent parce que si tous les astres gagnent exactement la même position, vous arrivez exactement aux mêmes actions sur Terre puisqu'elles peuvent toutes être décrites comme conséquence des mouvements des astres. D'où le fait que l'astrologie fonctionne pas trop mal. Je passe ce genre de considération qui ne se trouve pas dans le Timée, qui ne se trouve pas chez Platon à proprement parler, mais qui se trouve dans le corpus néoplatonicien. Ce qui m'intéressait ici, c'était simplement de vous souligner que c'était quelque chose qui existait. À échelle moins cosmique et plus proche d'une démarche qui correspond à ce que nous pourrions entendre par philosophie, je vous citais tout à l'heure la République. Je vous disais que finalement on pouvait repérer une conception du temps cyclique en quelque sorte dans le Timée et dans la République à la fin de la République. Livre 8, livre 9. Dans la République, on a quelque chose quand même de plus intelligible pour nos oreilles de moderne, parce que vous voyez bien là, la grande année, c'est quelque chose qui tout de même est très éloigné de nos manières de voir le monde, très éloigné de nos préoccupations, déjà parce que l'idée de causalité céleste, c'est une idée à laquelle on a plus ou moins renoncé. Bref. En revanche, dans la République, on a quelque chose de plus directement, de plus facile à appréhender pour nous, c'est qu'il y a une conception là-dedans des cycles politiques. Donc déjà, pour vous rappeler de quoi parle la République, c'est l'occasion au passage du coup de vous faire quelques rappels d'ailleurs. J'en profite pour vous signaler, ça c'est simplement, donc oui, je vous invite d'ailleurs à lire le Timée, vous allez voir, c'est très agréable à la lecture à condition qu'on accepte de se détacher aussi de notre image de moderne. Vous voyez, le Timée, c'est aussi d'ailleurs, puisque vous parlez de pensée mythique, pas forcément dissociée de la pensée philosophique, le Timée, c'est aussi là qu'apparaît pour la première fois le mythe de l'Atlantide. Vous voyez,
Bon, c'est assez intéressant parce que tout ça, c'est pas encore très séparé, en tout cas dans le corpus platonicien, ce qui rend son texte d'autant plus intéressant. Mais en tous les cas, pour en venir à la question de la République maintenant, la République, qu'est-ce que c'est? Alors, la République, c'est un texte qui s'intéresse, pas tout de suite à l'État, puisqu'il s'intéresse d'abord à ce que c'est que la justice à l'échelle de l'individu, et pour le comprendre, il s'élève à l'échelle de l'État et il essaie de comprendre la structure de l'État, ce qui va lui permettre, en fait, l'idée est de dire qu'on comprendra mieux les choses en passant par le niveau macro qu'en passant par le niveau micro. Donc, voilà ce que c'est que la République. Dans la République, je vous disais qu'on a une conception des cycles peut-être plus facile à comprendre pour nous autres contemporains. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est qu'une fois que Platon a imaginé la cité idéale, donc vous savez, le cliché, peut-être que vous avez vu ça en terminale, la cité idéale, vous avez les gardiens, qui sont les sages, les sages qui gouvernent la cité, vous avez finalement ensuite, donc en fait, une sorte de régime aristocratique, donc avec communauté des enfants, communauté des femmes, et j'en passe pour cette aristocratie. Vous avez les soldats, vous avez des philosophes, vous avez des guerriers, vous avez ensuite les laboureurs, ceux qui travaillent. Bon, vous pouvez distinguer en gros 3 classes comme ça, mais peu importe. En tous les cas, ce propos pour nous aujourd'hui, quoi qu'il en soit, dans la République, ce qui m'intéresse ici, c'est que dans le livre 8, Platon développe une conception des régimes qui vont s'enchaîner, dégénérant au fur et à mesure. Il vous dit ainsi que, il a pensé l'aristocratie, au sens littéral du terme, le gouvernement par les meilleurs. Aristocratie qui serait ainsi le meilleur gouvernement. Or, les aristocrates, au sens littéral du terme, là encore, c'est-à-dire les meilleurs, les philosophes rois, qui se retrouveraient au sommet, les philosophes rois, faisant hériter leur progéniture du pouvoir, mais celle-ci n'étant pas à la hauteur, on va déchoir. On va passer, ce faisant, à une timocratie. C'est-à-dire qu'on a encore des magistrats respectés par le peuple, parce que fils de ces magistrats exceptionnels qui étaient les aristocrates, mais avides de richesse, et j'en passe. Donc, premier mouvement décadent. Sauf que, à mesure qu'ils accumulent les richesses, les gens au pouvoir deviennent une simple élite fondée sur l'argent, sans aucune raison intrinsèque de le respecter. Dès lors, on passe à un gouvernement oligarchique. Mais à partir du moment où il n'y a plus aucune raison de respecter ceux qui sont au pouvoir, ce qui va se passer, c'est que les pauvres vont finir par renverser les riches, les trouvant illégitimes. À partir de là, va se mettre en place une démocratie. Sauf que cette démocratie porte en elle finalement son propre anéantissement, parce qu'une démocratie, ça ne tient pas debout, c'est facile à renverser, et donc on peut passer ainsi à la tyrannie, et donc le tyran sera ainsi le maître de la cité. Voilà, vous voyez, donc à partir de là, on a un passage mécanique, tout du moins c'est comme ça que c'est présenté dans le livre 8, alors après il y a des questions évidemment sur l'interprétation du livre 8, est-ce qu'il faut nécessairement associer à ça une valeur historique, d'autant que la cité du sage que décrit Platon n'est jamais advenue, mais il n'empêche qu'il y a quand même une certaine conception, en tout cas de l'histoire, comme procédant ainsi par cycle, où les régimes politiques vont s'enchaîner à partir du meilleur régime pour aller vers le pire régime, vous voyez. Voilà sur un plan, on va dire, plus facile à appréhender pour nous autres modernes, ce que ça peut donner une philosophie de l'histoire dans la pensée platonicienne, par exemple. En tous les cas, c'est une constante dans l'Antiquité, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on prend en main les philosophes antiques. On ne pense pas l'idée de progrès. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a l'idée, mécaniquement ça va aller mieux à l'avenir, ou alors il y aura un développement. C'est pas des idées, c'est pas un vocabulaire qui est présent chez les anciens, qu'il s'agisse d'ailleurs des philosophes ou même des historiens, car même les historiens n'ont pas une conception cyclique de manière aussi aiguë. Il n'empêche que c'est pas pensé. Vous allez avoir des considérations au mieux sur le caractère constant de la nature humaine, au pire sur sa décadence, mais alors évidemment rien de cosmologique quand on prend les historiens, quand on prend par exemple Thucydide qui nous raconte les événements, qui nous les explique et j'en passe. Thucydide vous dit par exemple qu'il y a des patterns, des motifs qui se répètent dans l'histoire, donc il faut mettre à jour. Mais donc vous voyez évidemment il n'y a rien de commun avec la grande année et j'en passe, on est sur une perspective bien plus prosaïque, bien plus historienne, mais enfin dans tous les cas, et c'est ça qui m'intéressait ici, c'était de vous prouver que l'idée de progrès n'est pas une idée très ancienne. C'est une idée qui, en tout cas, dans l'Antiquité, n'existe pas. Alors évidemment, j'y ai été très vite sur la lecture des textes antiques, alors il y aurait quantité de choses à redire, par exemple sur la lecture que je vous ai faite du livre 8 de la République, parce que c'est une lecture qui historicisait le livre, alors que le livre n'est pas nécessairement à prendre comme tel, mais passons ces subtilités herméneutiques et exégétiques qui ne nous occupent pas ici, puisque ce qui m'intéresse ici, c'est simplement de vous montrer l'historicité de l'idée. Mais en tout cas, à partir de là, la question naturelle, c'est,
Très bien. Qu'est-ce qui permet de rompre avec ça? Qu'est-ce qui permet, en d'autres termes, à une idée moderne, une idée contemporaine de progrès d'émerger? Là encore, je vais y aller à très gros traits, mais ça, je vous ai averti de toute façon de tout à l'heure. Lorsqu'on veut faire 2500 ans d'histoire de la philosophie en 4 heures, on est obligé d'y aller à très gros traits. Bon, en tout cas, ce qui va trancher, c'est l'éruption du christianisme dans la pensée occidentale. Pourquoi? Parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle en parlant de cycle, en parlant de répétition d'événements. Alors même si c'est pas une répétition cosmologique, comme je vous le disais, dans le Timée c'est très cosmique. C'est parce que tous les astres reviennent à la même position que tout va se répéter. Mais si on prend Thucydide par exemple, non, c'est juste que concrètement, dès qu'on place des types en situation de pouvoir, ils auront tendance à se comporter de telle ou telle façon, et donc il y aura des régularités. D'accord. C'est beaucoup plus prosaïque. Mais bon, il n'empêche qu'en tous les cas, on ne pense pas à une idée de développement linéaire. Mais à partir du moment où vous pensez dans un cadre chrétien, vous êtes obligé de poser des événements uniques. Par exemple, la création du monde, par exemple, l'incarnation, par exemple, la passion que l'Épître aux Hébreux pose explicitement comme sacrifice unique pour la rédemption. Donc vous posez des événements uniques, et à partir de là, des événements qui ne peuvent pas se répéter. Vous voyez, dans une pensée chrétienne, il ne peut pas y avoir 2 fois la passion. De la même façon, vous avez position d'un horizon eschatologique, il y a une fin des temps, et ça implique l'impossibilité de poser un éternel retour, puisque tout ne peut pas se reproduire si Dieu pose une fin dans les temps. Et plus généralement, vous posez une certaine conception de l'action de Dieu dans le monde. L'histoire est en effet pensée comme histoire du salut. Bon, voilà, donc à partir de là, Dieu agit dans le monde, Dieu exécute ses plans, et donc, à partir de là, vous ne pouvez plus avoir une conception, en tout cas strictement cyclique, de l'histoire. Donc ça, c'est sur le plan, on va dire, religieux. Sur le plan des mentalités, sur le plan religieux, qu'est-ce qui change? Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment tout cela est thématisé en philosophie. J'aimerais ici m'appuyer sur l'œuvre de saint Augustin, et plus spécifiquement sur la Cité de Dieu. Donc, alors même si, évidemment, je parle de philosophie, alors là encore, et c'est encore plus visible qu'avec Platon, c'est compliqué de parler de manière unilatérale de philosophie de l'histoire. Encore une fois, ça c'est des passages obligés, parce que sinon on ne comprend rien à la manière dont émerge l'idée de progrès par la suite en philosophie de l'histoire, cette fois-ci stricto sensu. Mais on retient le sens large que je vous ai fourni de la philosophie de l'histoire. Dans ces cas-là, saint Augustin rentre dans la catégorie. En tous les cas, pour vous présenter l'ouvrage, pour vous présenter la Cité de Dieu en peu de mots, de manière un peu plus précise que la République, sur laquelle je suis allé très vite, parce que j'imagine que la République, vous avez déjà dû avoir des cours de terminale qui ronronnaient là-dessus, c'est pas forcément très intéressant de m'étendre en long, en large et en travers là-dessus. Donc la Cité de Dieu, c'est quoi? Quelques éléments de contexte historique, déjà parce que c'est ce que je vous ai promis de faire le va-et-vient entre la représentation historique et la pensée philosophique. Donc dans le cas de Platon, le va-et-vient, c'était entre la pensée mythique, donc Hésiode par exemple, et la manière dont Platon développe ses raisonnements concrètement. Ici, le va-et-vient, ce sera entre, concrètement, le contexte historique concret et l'ouvrage à proprement parler. Contexte historique qui est toujours important, je le répète, parce que ça en dit beaucoup sur les présupposés, les billets, etc., de l'auteur qui nous importe ici. Vous savez peut-être qu'en 410, Saint Augustin, je le rappelle peut-être, on est donc dans l'Antiquité tardive, on est donc dans les années, fin des années 300, début des années 400, la Cité de Dieu c'est des années 400, il l'achève en 427, bon j'ai un doute sur l'année, mais peu importe, dans les années 420 en tout cas. En 410, Rome fut pillée par le Wisigothe Alaric. Les Wisigoths, c'est les barbares, et comme je vous le disais, ils pillèrent Rome, capitale de l'Empire, alors ça, capitale symbolique, puisque ce n'était plus la capitale politique, pour des tas de raisons, ce n'est plus réellement la capitale politique, mais en tous les cas, symboliquement, c'est très fort. On a peine en fait à se figurer quel choc cela pu être. Peut-être pour en donner un ordre d'idée, mais très très affadi, on pourrait mentionner, je sais pas moi, les attentats du 11 septembre 2001 pour les États-Unis, dans la mentalité américaine, à la rigueur ce serait ça, mais c'est encore plus violent, parce que sur le coup c'est un pillage en règle, pour une ville qui, depuis le sac de Rome de moins 390, était intouchée. Une ville qui incarnait l'ordre, qui incarnait la stabilité, et qui fut pillée. Alors, vous avez des tas de discours qui se développent à partir de là. Alors, entre des discours complètement apocalyptiques, ça y est, tout est foutu, c'est la fin, et j'en passe. Des discours comme ceux des païens qui font remarquer que, bizarrement, aussi longtemps que nos dieux furent honorés, disent les païens, Rome tint, et bizarrement, depuis que l'Empire se fait chrétien, voilà que Rome est pillée.
Et de fait, la christianisation de l'Empire n'est pas très ancienne, 410. Ces lectures-là, l'enjeu pour Saint-Augustin, c'est de les réfuter. Pour cela, dans l'ouvrage, alors c'est un ouvrage assez monumental, hein, ça fait 22 livres, c'est un truc très consistant. En tous les cas, Saint-Augustin commence par, alors le livre, après évidemment la dimension des livres n'est pas la même dans l'Antiquité qu'aujourd'hui, mais bon, enfin, vous vous faites quand même une idée, c'est une œuvre assez massive. En tous les cas, Saint-Augustin commence par revenir sur les faits mêmes, sur l'histoire de Rome, c'est ce à quoi sont consacrés les 10 premiers livres, c'est quelque chose de très historique, montrant qu'en fait, au temps du paganisme, Rome ne connut pas que des heures très glorieuses, elle connut aussi beaucoup de déboires et j'en passe, mais enfin, tout ça, ça nous importe peu, ça c'est l'aspect purement historique. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il va s'élever par la suite à une pensée de plus grande ampleur, qui tend à remettre l'événement à sa place dans l'histoire globale. Et c'est là que ça nous intéresse. Saint-Augustin veut montrer que l'histoire globale est en définitive quoi? L'histoire de deux cités. La cité terrestre et la cité de Dieu. Deux cités qui sont indissolublement liées sur Terre, donc qui partant ne correspondent pas à des entités nettement distinctes. Attention, la cité de Dieu, c'est pas l'Église et la cité terrestre, l'État. Dans toute institution, il y a les deux qui se mêlent, parce que par exemple dans l'Église, il y a des gens qui pensent à Dieu et des gens qui pensent au bien terrestre. Dans l'État, pareillement, et j'en passe. Bon, donc en tous les cas, et quelles que soient les vicissitudes de la cité terrestre, et le pillage de Rome est une vicissitude de la cité terrestre, peu importe, puisque ce qui compte, c'est le combat entre les deux cités, combat qui se conclura par la victoire de la cité de Dieu à la fin des temps. Juste pour expliciter cette conception de l'histoire, après quoi j'en viendrai à la critique par Saint-Augustin, parce que c'est pour ça que je vous cite Saint-Augustin et pas n'importe qui. Saint-Augustin critiqua les théories du temps cyclique, et donc je vais revenir ensuite sur les théories du temps cyclique et la critique en règle que leur adresse Saint-Augustin. Mais en attendant, je vais juste vous citer donc un extrait de la cité de Dieu, justement, qui récapitule ce que je vous dis là sur les deux cités. Deux amours ont donc bâti deux cités, celle de la terre par l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, celle du ciel par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une en effet demande sa gloire aux hommes, l'autre tire sa plus grande gloire de Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans sa gloire, redresse la tête, l'autre dit à son Dieu, tu es ma gloire, et tu élèves ma tête. Bref, enfin, je ne vais pas vous citer tout ça in extenso, mais vous voyez, donc à partir de là, chercher la domination terrestre, c'est raisonner selon les codes de la cité terrestre. Mais la cité terrestre, au fond, c'est pas là qu'est l'horizon de l'histoire. L'horizon de l'histoire, il est avec le dépassement par la cité de Dieu. Donc à partir de là, peu importe le sac de Rome, et vous avez une lecture de l'histoire qui tient la route. Bon. Alors, avant de nous engager plus loin dans l'exposé de la doctrine, j'aimerais d'abord, sans doute vous allez vous demander, en fait, à ce stade de l'exposé, ma parole, c'est pas de la philosophie, c'est de la théologie. Justement, c'est pour ça que je vous disais que c'est plus flou encore que chez Platon, ici, les frontières entre philosophie de l'histoire et autre chose. Une des questions qui se pose pour nous, lecteurs du XXIe siècle, qui voulons lire Saint-Augustin avec nos découpages disciplinaires, d'autant que nous sommes ici dans un cours de philosophie et certainement pas dans un cours de théologie, la question qui se pose, c'est de savoir si on a affaire à une philosophie ou une théologie de l'histoire. Dit autrement, pour nous qui n'entendons pas nous appuyer sur les textes bibliques comme permettant en eux-mêmes d'asseoir une argumentation, ce que fait tout le temps Saint-Augustin dans la cité de Dieu, y a-t-il quelque chose à en tirer? Alors là, je n'ai pas de réponse tranchée à vous présenter. Les commentateurs se sont battus à ce propos, et à vrai dire, je trouve ça assez stérile parce que chacun pose les limites exactes entre philosophie et théologie de l'histoire au point qu'il arrange. Sachez en tout cas qu'évidemment, ici, on est vraiment à la frontière, mais que peu importe, je pense qu'il est malgré tout intéressant de vous parler de l'ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui va avoir un retentissement exceptionnel dans toute la pensée politique occidentale, et donc sans lequel en fait on comprend rien à la pensée politique, cette fois-ci même proprement philosophique du Moyen-Âge, et parce que aussi, dans la mesure où c'est ça la lecture dominante, c'est ça la lecture chrétienne dominante, lorsqu'il s'agira de l'émergence de l'idée de progrès avec la laïcisation de l'idée, il faudra toujours avoir en tête que ce à quoi ils répondent, c'est au schéma chrétien, et le schéma chrétien qui l'a conceptualisé, c'est Saint-Augustin dans la cité de Dieu. Donc à partir de là, même si c'était de la théologie de l'histoire et non pas de la philosophie de l'histoire, au fond, peu importe, c'est quand même intéressant, dans le cas d'un cours de philosophie de l'histoire. Voilà. Donc maintenant, pour entrer de plein pied dans ce que nous propose Augustin, je vous parlais tout à l'heure de sa critique des temps cycliques. Je vais y venir maintenant plus directement. Donc tout ça, c'est ce qu'on a part au livre 12. Je peux même vérifier.
Oui, tout à fait, c'est au livre 12, bah, parfait. Donc, en gros, euh, évidemment, chez Saint-Augustin, tout ça, ça part d'une intuition d'ordre théologique. C'était l'intuition que je vous présentais tout à l'heure. Des événements tels que la mort du Christ pour notre rédemption ne peuvent se produire qu'une fois unique. D'où l'intuition qu'il ne peut y avoir de temps cyclique. Si bien qu'il y a même une idée plus radicale, même pour nous qui voyons les empires, les royaumes croître puis connaître la décadence, en fait, chaque événement n'arrive qu'une seule fois. Bon. Donc, maintenant, à partir de cette intuition, qu'est-ce que ça donne lorsqu'il s'agit de le développer? Il est question de ça, comme je vous le disais au livre 12 de la Cité de Dieu, où il présente la théorie des cycles comme une solution au problème de l'éternité du monde. Alors, je vous explique. C'est très simple. En gros, Saint-Augustin nous dit, Platon voulait répondre à quoi comme problème? Platon estimait que l'univers est éternel. Co-éternel aux démiurges. Les démiurges, c'est celui qui, dans le système de Platon, façonne le monde. À partir de là, le problème qui se pose pour l'éternité du monde, c'est par exemple, quand est-ce qu'il y a eu le premier homme? Est-ce qu'il y a une infinité d'êtres humains? Et j'en passe. Et Saint-Augustin nous dit, c'est très simple, les philosophes qui ont pensé le temps cyclique, en fait, pourquoi ils l'ont pensé en réalité, en dernière analyse, c'était pour éviter les problèmes du type, il y a le premier homme, il y a une infinité d'hommes. Il présente de la sorte, par exemple, la doctrine de Platon. Donc, attendez, je vous cite ici Saint-Augustin nous parlant de Platon. Voilà, attendez. C'est ici... Un instant, je vous retrouve la page. Bon, peu importe. Peu importe de toute façon, j'étais certain d'avoir marqué la page. C'est pas très important. Voilà, il nous dit la chose suivante, voilà. Pendant les innombrables siècles, à en croire Platon, pendant les innombrables siècles du passé, le même Platon, dans la même cité et dans la même école, se serait adressé aux mêmes disciples, et dans l'avenir, il s'adresserait à eux pendant des siècles innombrables. Vous voyez, en fait, Saint-Augustin nous dit Platon doit se comprendre ainsi. En fait, tous les 36 000 ans, il y a exactement le même Platon, dans la même Athènes, dans la même académie, qui dit la même chose aux mêmes disciples, donc par exemple au même Aristote. Bon. Voilà, et donc tous les 36 000 ans, ça se répète. Saint-Augustin nous dit, très bien, mais pourquoi poser l'éternité du monde? C'est-à-dire que Saint-Augustin nous dit, non seulement j'y crois pas pour des raisons théologiques, mais en plus de ça, les raisons rationnelles qu'il pose que les philosophes antiques posent pour justifier de l'éternité du monde, par exemple, que ferait le Créateur avant le monde, parce que ça c'est une objection fréquente qui était adressée d'ailleurs aux penseurs chrétiens, en fait c'est des objections vaines pour la simple raison que se demander ce qu'il faisait avant est oublier qu'avant l'univers il n'y avait pas de temps. Parce que, comme le dit Platon dans le Timée, justement, le temps existe à partir du moment où vous avez de quoi mesurer, donc les astres qui tournent et j'en passe. Donc ces questions ne se posent tout simplement pas. Dès lors, rien n'interdit de poser un commencement à l'univers, ce que Saint-Augustin fait parfois. Or, sitôt que... parce que, vous voyez, donc, en fait, deux étapes dans le raisonnement. Première étape, ça ne sert à rien de poser l'éternité du monde. Enfin, il n'y a pas de raison en soi de la poser. Alors que ce que vous disent les philosophes antiques, c'est oui, mais concrètement, le démiurge, par exemple chez Platon, que faisait-il avant de le créer? Était-il en train de glander, par exemple? Saint-Augustin nous dit, mais l'énoncé n'a simplement aucun sens parce que il n'était pas dans le temps. Très bien. Deuxième étape. À partir du moment où il n'y a aucune absurdité à poser en commencement à l'univers, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Donc je le fais. Troisième étape, à partir du moment où j'ai posé un commencement à l'univers, il y a au moins un événement unique. Et donc, à partir de là, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait répétition à l'infini, parce que de toute façon, il n'y a aucune raison pour laquelle il y a infinité d'hommes. Voilà. Et donc, à partir de là, le temps cyclique ne tient pas debout, ou du moins, c'est une hypothèse gratuite qui peut se défendre si on n'a pas la foi, évidemment, Saint-Augustin vous le dira, mais se défendre reste qu'elle est loin de s'imposer, elle est loin d'aller de soi. Voilà, c'est comme ça qu'il va le formuler. En d'autres termes, du point de vue philosophique, il vous dit que l'hypothèse du temps cyclique est loin d'aller de soi, et du point de vue théologique, il vous dit, donc, moi, je ne l'accepte pas. Voilà. Donc c'est comme ça, on va dire, que s'opère, si on voulait vraiment placer une frontière entre le raisonnement philosophique et le raisonnement théologique, c'est comme ça que s'opère la frontière. D'accord ? Donc voilà, à partir de là, on peut donc poser nos deux cités, cité de Dieu et cité terrestre, définissant par les deux amours, amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi et amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu, deux cités qui cohabitent, actuellement entrelacées, ce qui mène au triomphe final du bien et de la cité de Dieu. Voilà. Je ne m'étends pas plus là-dessus, dans la mesure où, en très gros, c'est ça qu'il faut retenir, et le reste, c'est essentiellement des discussions d'ordre théologique à proprement parler.
Ce qui m'intéressait surtout, c'était le fait que il y avait une critique en règle à partir des dogmes théologiques de la théorie du temps cyclique antique, qui font que, à partir de là, la théorie du temps cyclique devient en quelque sorte un impensable, quelque chose d'assez impensable, en tout cas sous une forme aussi caricaturale que ce que nous proposent les philosophes antiques, comme quoi tout se répète exactement tous les 36 000 ans, par exemple. Voilà. Bon, donc à partir de là, je ne vais pas m'étendre plus sur tous les siècles médiévaux, par exemple, même s'il y aurait beaucoup à vous dire. Enfin, je ne sais pas, je pourrais vous parler par exemple de Joachim de Flore, même si c'est beaucoup plus eschatologique et théologique que philosophique à proprement parler. Je pourrais vous parler de tout un tas de développements de ça dans la pensée médiévale, mais l'enjeu pour moi ici est surtout de vous rendre compte de la laïcisation de l'idée, de sa sécularisation. Tout ça, ça se produit quand ? Alors, tout ça, en fait, même quand on prend des textes du XVIIe siècle, par exemple, si vous prenez du Bossuet, vous lisez Bossuet sur l'histoire universelle, on est encore dans une perspective très théologique, avec justement cet horizon eschatologique qui est posé. Bon, Bossuet qui évidemment n'est pas à proprement parler philosophe, enfin, il n'est pas philosophe de toute façon, c'est un auteur, mais c'est un prédicateur, c'est un ecclésiastique, tout ce que vous voulez, mais vous prenez son discours sur l'histoire universelle, c'est très marqué par tout l'horizon de pensée que je vous décris là. En fait, si on voulait placer une vraie rupture, alors évidemment, on pourrait la placer plus tôt si on voulait, on pourrait chercher ses origines et j'en passe, mais si on voulait placer une rupture, ce serait au XVIIIe siècle, justement au siècle des Lumières, qu'il faudrait la placer. C'est là que se produit la laïcisation de la chose, la laïcisation de tout cet horizon de pensée. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle ? On se met à poser le pouvoir de la raison comme apte à faire progresser l'homme. Vous savez, c'est le grand dada des Lumières, alors je vous apprends rien là-dessus, après tout, vous avez tous quelques poncifs en tête sur les Lumières, poncifs qui reflètent pas toujours les doctrines avec toute l'exactitude voulue, mais peu importe. En tous les cas, Dieu est abordé, à mesure que le siècle progresse, dans la pensée philosophique de façon très rationaliste. Vous voyez, que ce soit le grand horloger de Voltaire, que ce soit le Dieu idée régulatrice posée par la raison pratique, idée régulatrice kantien, que ce soit... en tous les cas, on a un Dieu des philosophes, très rationaliste, et j'en passe. Si bien qu'à partir de là, on pose l'homologie, Dieu, la raison. Que devient à partir de là votre horizon eschatologique ? Votre horizon eschatologique, c'est quoi ? Dieu, c'est l'être rationnel par excellence. Le dessein divin, c'est quoi ? C'est l'action de la raison. En d'autres termes, que veut Dieu ? Le plan de Dieu, c'est pas un plan historiquement voulu, c'est pas Dieu se serait manifesté aux Hébreux, puis Dieu s'est manifesté tantôt à tel ou tel peuple, mais Dieu c'est la même chose que la raison en gros, et donc s'il y a quelque chose qui est plus rationnel, logiquement c'est quelque chose qui correspond mieux à la volonté de Dieu. Vous voyez, tout ça s'amalgame un peu joyeusement. Alors, dans les textes d'alors, vous trouvez, par exemple, quand vous lisez du Voltaire, c'est pas très net, vous voyez, vous avez un peu ça, Dieu c'est le grand horloger, donc à partir de là, la manière dont l'univers est construit, c'est la manière la plus logique possible, et donc, s'il y a des saints, c'est le dessin le plus logique, voilà. Pour ne citer qu'un titre, et à partir de là, en fait, l'idée de Dieu, elle devient même inutile, en réalité, dans ce système. Pour ainsi dire. C'est-à-dire que à partir du moment où vous posez un progrès rationnel, vous n'avez pas besoin de poser Dieu. Alors pour vous faire la blague de Laplace, je ne sais pas si vous connaissez cette blague, mais Laplace qui disait à Napoléon, lui demandant dans un traité de Laplace, c'était un traité de physique, ça n'a rien à voir, c'est juste pour vous faire la blague, Laplace offrant un traité de physique, c'était un traité, sur le mouvement des planètes, à Napoléon lui disant, je ne vois pas le mot Dieu, pourquoi vous ne parlez pas de Dieu ? Laplace lui répondant, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. C'est précisément ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez, le plan de Dieu, c'est le plan de la raison, vous pouvez juste poser que le développement de l'histoire, c'est le développement voulu par la raison. Et donc, vous pouvez complètement évacuer l'idée de Dieu. Vous voyez ? Et c'est là que se dégage, en quelque sorte, l'idée de progrès. Alors, j'y vais vraiment à la truelle. Là, je saute les siècles de manière un peu allègre. Vous me pardonnerez cette démarche un peu cavalière envers l'histoire, mais voilà. Pour ne citer qu'un seul titre qui en dit long sur l'état d'esprit de la période, je vais vous citer tout simplement le dernier ouvrage de Condorcet, 1795. Condorcet, donc auteur des Lumières, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Le titre est explicite, tableau historique des progrès de l'esprit humain.
voyez, l'esprit humain progresse, et donc à partir de là, bon, l'histoire va faire le progrès. Bon, voilà, tout va bien. Parce que justement, on a d'abord cette assimilation de Dieu à la raison, puis cette évacuation de l'idée de Dieu à partir du moment où on a posé la raison. Ce que dit Condorcet dans l'ouvrage que je viens de vous citer, c'est la perfectibilité de l'homme. L'homme peut devenir de plus en plus parfait, et donc à partir de là peut améliorer non seulement ses conditions de vie, ce qui est déjà beaucoup, mais plus encore sa condition morale, sa condition intellectuelle, et j'en passe, et j'en passe. Et ce qui est très fort, c'est que Condorcet nous dit même que cette amélioration est empiriquement visible. Dans l'esquisse, donc dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Condorcet, dans les différents chapitres, en fait, fait une chronologie. Il vous dit, bon, ben voilà, dans l'Antiquité, les gens, il y avait de l'esclavage, c'est pas bien l'esclavage, bon, il y avait telle ou telle institution, c'est pas bien, puis hop, bon, à mesure qu'on avance, hop, l'esclavage a disparu, c'est merveilleux. Bon, par contre, il y avait encore tel ou tel souci qui subsistait, mais de manière merveilleuse. Enfin, je ne sais pas, bon, il y avait encore des famines qui ont diminué dans la suite des temps, et j'en passe, et j'en passe. Et le dernier chapitre est même consacré à la prospective. Il vous dit, bon, ben voilà, ça va continuer, donc tout va continuer à progresser, et j'en passe. Bon, alors, pour vous présenter une lecture qui m'intéressera plus ici, parce que c'est une lecture moins naïve que celle de Condorcet, parce que vous voyez, Condorcet vous dit, en quelque sorte, bon, bah, oui, il y a du progrès, suffit d'ouvrir les yeux et de regarder l'histoire. Tous ne cèdent pas au siècle des Lumières une vision aussi irénique. Quand je dis irénique, enfin, une vision aussi naïve, une vision aussi utopique, bon. Ce n'est en particulier pas le cas de celui dont je souhaiterais vous parler surtout, pour vous parler du XVIIIe, à savoir, bon, en général, quand on vous parle du XVIIIe et quand on vous dit quelqu'un ne peut pas ne pas parler, bon, vous vous doutez du nom que je vais mentionner. Comme toujours, c'est Kant. De toute façon, on y revient tout le temps. Que voulez-vous? C'est le malheur. C'est le malheur de toute histoire de la philosophie de repasser toujours par Kant. Bon, en tous les cas, Kant, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que Kant conceptualise lui aussi l'idée de progrès avec cette idée de la rationalité finalement immanente à l'histoire. Donc c'est quelque chose de très présent. Et pour autant, il n'affirme pas qu'elle doit nécessairement être empiriquement visible. Donc pas comme chez Condorcet qui vous dit, bon, regardez, ça se voit. Que vous dit Kant? Pour le dire, voilà, donc en bref, il y a nécessité de poser un progrès téléologique, comme condition d'intelligibilité de l'histoire. Reste que ce n'est pas quelque chose de nécessairement empiriquement constatable. Voilà. Donc pour vous restituer brièvement ça, Kant, vous le savez tous, donc voilà, je vous l'ai recontextualisé tout à l'heure en vous disant qu'il écrit au siècle des Lumières, là en l'espèce à la toute fin du siècle des Lumières, mais c'est quelqu'un qui a traversé tout le siècle, parce que bon, c'est quelqu'un qui est né en 24, ça fait de ma part, donc après la Révolution scientifique, après la philosophie des Lumières, et j'en passe, donc qui s'extrait, ce que je vous présentais tout à l'heure, de l'idée que l'horizon eschatologique qu'il s'agit de décrire est nécessairement à envisager dans un cadre religieux, mais c'est là que vous vous retrouvez à importer les idées religieuses qu'on pouvait avoir dans le domaine du politique. Et là-dessus, je vous invite à faire attention à un élément important, c'est que, comme le disait Carl Schmitt, alors Carl Schmitt, bon, c'est un auteur du XXe siècle, un philosophe du droit allemand du XXe siècle, bon, qui disait dans sa théologie politique, c'est un de ses ouvrages, que tous les concepts politiques ne sont jamais que des concepts théologiques laïcisés. Je trouve qu'ici, dans le cas de Kant, avec l'idée de progrès chez Kant, ça se manifeste bien. C'est-à-dire qu'en effet, on a un concept théologique laïcisé. En fait, vous pouvez revenir à cette vision chrétienne de l'histoire avec cet horizon eschatologique. Vous pouvez, en gros, vous remplacer Dieu par la raison, et puis et j'en passe. C'est pas empiriquement constatable le progrès, c'est comme Saint-Augustin qui vous dit, concrètement, c'est pas quelque chose d'empiriquement constatable. La preuve, Rome a subi un sac en 410, mais c'est pas grave. Bon, voilà, vous pouvez raisonner comme ça, et vous apercevrez que le politique, c'est du théologique laïcisé. Donc, pour en venir plus concrètement au texte, les idées qui vont m'intéresser ici sont développées dans des textes très brefs. La philosophie de l'histoire de Kant, c'est pas des textes très longs. Par exemple, l'un des textes les plus intéressants, c'est l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Alors vous allez me dire, oulala, le titre fait peur. Vous avez raison, mais le titre est à peu de choses près plus long que le texte. Le texte fait 20 pages à tout casser. Je vous invite à le lire parce que pour une fois, Kant est à peu près clair, y compris pour quelqu'un qui n'a pas passé toute sa vie à lire du Kant. Donc, c'est pas mal pour entrer dans la philosophie kantienne. Dans ce texte, Kant part d'un paradoxe qui, de fait, donnera dans le siècle qui suivra naissance à des disciplines comme la sociologie. Comment? Le paradoxe est le suivant. Comment expliquer, malgré la liberté du vouloir humain,
parce qu'on pose l'homme libre, voilà, ça c'est évident, que le nombre de mariages, de naissances, etc., soit relativement stable. Vous voyez, tous les ans, vous avez, je ne sais pas moi, en France, vous avez, enfin cette année il n'est pas stable, vous avez une baisse des naissances cette année en France, bon pour l'anecdote, mais bon, enfin peu importe ce genre d'éléments liés à la crise du coronavirus, mais de façon générale en France, voilà, vous avez 800 000 naissances par an, basta, tous les ans, et puis c'est régulier. Comment expliquer cette stabilité? Alors même que le fait d'avoir un enfant, c'est un choix individuel à chaque fois. Kant vous dit à partir de là, c'est dire qu'il n'est pas irraisonnable de poser l'hypothèse qu'il y a une logique dans l'histoire, une logique qui n'est pas réductible aux intentions des individus. Les hommes exercent leur liberté, décident d'avoir des enfants ou non, mais il y a une logique immanente à l'histoire qui va faire que de toute façon, les événements vont se produire de telle ou telle façon. Dit autrement, il n'y a pas, certes, de dessein raisonnable des hommes. En revanche, il n'est pas idiot de poser une sorte de dessein de la nature. Et là, vous voyez, se fait jour ce que je vous disais tout à l'heure avec la laïcisation des concepts théologiques, parce que quand on vous parle de nature, en soi, 2 siècles plus tôt, on aurait juste mis le mot Dieu à la place du... Enfin, si on voulait écrire du Kant 2 siècles plus tôt, on aurait mis le mot Dieu à la place du mot nature. Bon, alors Kant vous dira, mais non, c'est tout à fait justifiable, parce que de toute façon, même dans une perspective purement rationaliste, ça fonctionne. C'est-à-dire que... Et vous allez voir pourquoi ça fonctionne. En tous les cas, l'enjeu pour Kant est dès lors de démontrer a priori qu'il y a un fil conducteur dans une telle histoire, ou, pour le formuler autrement, qu'il y a progrès. Pour le démontrer, on va partir d'une hypothèse assez forte. Cette hypothèse est la suivante. Toutes les facultés dont la nature dote un animal ont une fonction. Cette hypothèse, Kant la justifie en faisant observer la chose suivante. La biologie permet d'attribuer à chaque organe une fonction dans un organisme. Vous pouvez par exemple disséquer un individu, vous voyez le cœur, hop, vous pouvez vous demander à quoi sert le cœur. C'est une question qui a du sens et vous pouvez le déterminer. Le cœur sert par exemple pour la circulation sanguine. Vous voyez le rein, vous vous demandez à quoi sert le rein et vous pouvez y répondre. Alors évidemment, s'il y a des biologistes parmi vous, vous me direz, la biologie n'aime pas trop la téléologie dans ses explications, et de fait, elle n'est pas son rôle, mais ça ne change rien à ce que dit Kant, c'est-à-dire que même si on n'aura pas de téléologie lorsqu'on explique pourquoi les organes sont tels ou tels, dans la perspective du biologiste, il n'empêche qu'on peut toujours trouver, a posteriori, une fonction à chacun des éléments qu'a retenu la nature. Alors, en des termes modernes, on pourrait même ajouter qu'a retenu la nature par un processus de sélection naturelle, faisant mourir les organismes inadaptés. Inadaptés, vous voyez, il y a déjà l'idée de fonction là-dedans. Bon. Alors évidemment, je vous formule à très gros traits, évidemment, que les biologistes parmi vous qui m'écoutez ne s'offusquent pas. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. En tous les cas, d'y revenir dans les questions par la suite. En tous les cas, la question qui se pose alors, c'est, très bien, si je prends, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel animal, si je prends le lapin, je sais parfaitement identifier chacun de ses organes, voilà, ses oreilles lui servent à repérer les dangers, son cœur sert à ce que le sang batte, et j'en passe, tout ça, ça a des fonctions. Mais lorsqu'on prend l'homme, c'est plus compliqué, parce que quelles sont les dispositions originelles de l'homme? Alors évidemment, il y a des facultés corporelles, mais à côté de ces facultés corporelles, il y a la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? C'est la faculté d'étendre les règles de l'usage de ses forces au-delà de l'instinct naturel. C'est comme ça que l'a définit Kant. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que grâce à la raison, vous pouvez faire plus que ce que votre instinct vous rend naturellement capable de faire. Prenez, alors cas hypothétique, évidemment, qui n'a aucune réalité concrète, mais un homme sauvage en quelque sorte, un homme sauvage, il aurait la capacité de vous construire un avion. Un homme civilisé, il peut vous construire un avion. Pourquoi? Parce qu'il étend l'usage de ses forces au-delà de l'instinct naturel. Ou pour prendre un exemple encore plus trivial, l'effet de levier. Vous pouvez soulever des choses plus lourdes que ce que votre force permet de soulever. Parce que vous savez utiliser l'effet de levier. Pourquoi vous savez l'utiliser? Parce que vous êtes doté d'une raison qui vous a permis de comprendre que ça fonctionnait comme ça. Voilà. Et donc, ça c'est la raison. Vous êtes en mesure d'étendre vos facultés, vos forces, au-delà de votre instinct naturel. Or, la question qui se pose alors, c'est, vu l'axiome qu'on a posé, à savoir que tout a une fonction dans l'organisme, quelle est la fonction de la raison? En soi, ne serait-on pas plus efficace en étant mu uniquement par un instinct? Enfin, au fond, peut-être trouverait-on notre nourriture plus facilement,
On éviterait tout un tas de problèmes qu'a l'homme en société, enfin, je ne sais pas moi, tout un tas de, enfin, tout un tas de maux dont est affligé l'homme en société. L'homme en société, il a une vie mentale parce que sa raison se développe, et j'en passe. S'il était uniquement mu par l'instinct, en soi, il prodiguerait sa subsistance, et puis il vivrait pas trop mal, non? Bon, alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, remarquons qu'en termes de facultés purement naturelles, l'homme n'est doté qu'avec parcimonie. Pas de griffes, et j'en passe. Notons par ailleurs, donc pas de griffes, pas de faculté de courir très vite, et j'en passe, et j'en passe. Notez par ailleurs que la conséquence du fait d'être un être doté de raison est qu'on est incapable de développer toutes les facultés de l'espèce seul sur la durée de notre vie. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du fait de construire un avion, ce qu'on peut grâce à notre raison, mais donc voyager beaucoup plus vite que ce qu'on peut à pied. Oui, mais il n'empêche que les hommes de l'Antiquité ne voyageaient pas en avion. Pourtant, ils étaient dotés d'une raison eux aussi, comme nous. Enfin, vous voyez. Et d'ailleurs, Kant vous dira même de la même raison que nous. Pourquoi ne le pouvait-il pas? Parce que tout simplement, la raison, ça se développe progressivement. Vous voyez, enfin, ça développe les facultés de l'espèce progressivement. C'est-à-dire que c'est un processus accumulatif. Il nous faudrait une vie démesurément longue et même infiniment longue pour faire usage de toutes nos facultés, nous rappelle Kant, dans la mesure où la raison nous dote de facultés en réalité virtuellement illimitées. À ce point de l'argumentaire, on a quelque chose de très classique. Parce que c'est pas sans rappeler l'argumentaire que vous pouvez trouver par exemple chez Aristote dans les Politiques ou chez saint Thomas dans le De Regno, saint Thomas d'Aquin, donc XIIIe siècle, Aristote, l'Antiquité, au IVe siècle, argumentaire que eux déploient pour justifier l'existence d'un État. Vous voyez, ils emploient des arguments similaires à Kant, c'est assez amusant, parce que c'est là que vous voyez que Kant, les a lus évidemment, mais eux, saint Thomas, Aristote, qu'est-ce qu'ils disent? En gros, l'homme est doté d'une raison. Toutes les facultés d'un être humain, d'un être vivant, sont en vue d'une fin. Or, l'homme, étant doté d'une raison et de facultés très faibles par ailleurs, est en incapacité de subvenir seul à ses besoins. Dès lors, l'homme doit se mettre à vivre en collectivité. Et donc, à partir de là, Aristote, saint Thomas déploient leur philosophie politique. C'est comme ça que se construit la philosophie politique de saint Thomas, d'Aristote. Ici, vous voyez, chez Kant, ce ne sera pas une pure philosophie politique, ce sera une philosophie de l'histoire. Pourquoi? Parce que il ajoute un élément que Aristote, comme saint Thomas, ne mentionne pas. Et cet élément, c'est ça qui introduit de la dynamique, c'est ça qui permet de penser l'histoire plutôt que de penser l'État. Parce que vous voyez, lorsque saint Thomas, lorsqu'Aristote pense l'État, il vous pense sub specie aeternitatis, il vous pense quelque chose de statique, ils vous disent, voilà pourquoi les hommes doivent vivre en État. Et puis ensuite, saint Thomas se pose par exemple la question, du coup, est-ce qu'on peut déduire de ça quelle est la meilleure forme d'État? Est-ce que la monarchie c'est mieux? Est-ce que la démocratie c'est mieux? Et j'en passe, et j'en passe. Vous voyez, on est dans un raisonnement statique. Kant, lui, nous dit, mais ça tient. Non, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est vrai, le fait que l'homme soit doté de peu de facultés naturelles et qu'il soit doté d'une raison et que toutes les facultés visent à une fin nous prouve que l'homme est voué à vivre en société. Ok, je veux bien l'admettre. Mais il faut ajouter un autre élément. C'est que si l'homme est voué à vivre en société, il n'empêche qu'il est, parce qu'il est doté d'une raison qui ne peut trouver seul son plein développement, il n'empêche qu'il y a en lui un élément qui vient s'opposer à ce caractère social. Cet élément, c'est que sa sociabilité est fondamentalement insociable. L'insociable sociabilité, nous dit Kant. Je vous explique. Kant nous dit que si l'homme vit en communauté, c'est certes parce qu'il en a besoin, mais aussi et surtout malgré lui. Pour citer Kant, là c'est une citation textuelle, l'homme possède une tendance à s'associer, parce que dans un tel état, il se sent plus qu'homme, c'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles, mais aussi il a un grand penchant à se séparer, à s'isoler, parce qu'il trouve en même temps en lui cet attribut qu'est l'insociabilité, tendance à vouloir seul tout organiser selon son humeur. Et de là, il s'attend à trouver de la résistance partout, car il sait de lui-même qu'il est enclin de son côté à résister aux autres. Vous voyez, vous avez besoin des autres pour vivre. Mais en même temps, les autres font toujours obstacle à vos desiderata. Vous avez, par exemple, envie de, je ne sais pas moi, étaler vos pieds sur la banquette dans le métro. Bon, il y a quelqu'un en face de vous dans le métro. Oh là là, si j'étais seul, ce serait mieux. Bon, exemple trivial, évidemment, mais on pourrait généraliser. De façon générale, en fait, sitôt qu'il y a de la vie sociale, il y a de l'adversité. Il y a quelque chose qui vous trouvez de la gêne là-dedans. Bon, vos voisins mettent de la musique à fond. Voilà, vous êtes gêné, mais vous avez besoin de vos voisins pour avoir, par ailleurs, une vie sociale. Vraiment, là je prends des exemples très caricaturaux, très triviaux, mais enfin c'est l'idée. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on peut comprendre à partir de là pourquoi les sociétés sont actives.
il y a en effet dans le schéma de Kant un état, mais là où chez saint Thomas, chez Aristote, il n'y a pas nécessairement un état qui progresserait. Leur schéma est compatible avec un immobilisme, même s'il ne l'implique pas forcément. Ils peuvent aussi penser les révolutions. Aristote, à la fin des Politiques, pense les changements de régime. Bon, c'est quelque chose qu'il pense. Mais une fois qu'on a posé l'élément de l'insociable sociabilité, c'est-à-dire une fois qu'on a posé les hommes en rivalité les uns avec les autres, on a un mouvement historique. Kant nous dit, et là encore, je cite textuellement Kant, c'est cette résistance, donc la résistance des autres hommes. C'est pas moi, vous voulez monter un projet entrepreneurial quelconque, vous avez de la concurrence. Bon, c'est cette résistance qui excite alors toutes les forces de l'homme, qui le conduit à triompher de son penchant à la paresse et, mu par l'ambition, la soif de dominer ou de posséder, à se tailler une place parmi ses compagnons qu'il ne peut souffrir, mais dont il ne peut pas non plus se passer. Qu'il ne peut souffrir, mais dont il ne peut pas non plus se passer. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. C'est à ce moment qu'ont lieu les premiers pas de l'inculture à la culture, nous dit Kant. Culture qui repose sur la valeur intrinsèque de l'homme, c'est-à-dire sur sa valeur sociale. C'est alors que les talents se développent peu à peu, que le goût se forme et que, par un progrès continu des Lumières, commence à s'établir un mode de pensée qui peut, avec le temps, transformer la grossière disposition au discernement moral en principe pratique déterminé et ainsi transformer enfin un accord pathologiquement arraché pour former la société en un tout moral. Alors je vais commenter après, évidemment, le texte est un peu compliqué, mais passons. Sans cette insociabilité, je finis d'abord le texte, et ensuite, sans cette insociabilité, attribut, il est vrai, en lui-même fort peu aimable, d'où provient cette résistance que chacun doit nécessairement rencontrer dans ses prétentions égoïstes, tous les talents resteraient cachés dans leur germe pour l'éternité, dans une vie de berger d'Arcadie, dans la parfaite concorde, la tempérance et l'amour réciproque. Alors, vous voyez, ça c'est très fort. Kant nous dit, bon ben, la vertu c'est très bien. Sauf que, s'il n'y avait que ça, si finalement tout le monde était parfaitement vertueux et j'en passe, on n'aurait pas cette insociable sociabilité, parce qu'on n'aurait pas cette rivalité, tout le monde se porterait très bien, bon, vous aurez uniquement des gens extrêmement aimables, vous aurez, enfin, et j'en passe, bon, tout se passerait très bien. On aurait les bergers d'Arcadie que nous décrit Kant à la fin du texte, qui vivent dans la parfaite concorde, la tempérance et l'amour réciproque. Et alors, rien ne se développerait. Vous voyez, on resterait tout le temps dans cette société idyllique, mais préhistorique en fait. Préhistorique pour la simple raison qu'il n'y a aucune rivalité et donc aucune raison d'être meilleur que l'autre. Et donc c'est parce qu'il y a des vices. Donc parce qu'il y a des vices, l'ambition, la soif de dominer, la soif de posséder, qu'on est contraint de vaincre ce qui s'exprimerait dans cette société irénique de tout à l'heure, à savoir notre penchant à la paresse. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que ça, c'est pas sans rappeler des lectures que vous pouvez trouver par exemple chez des anthropologues contemporains. Je ne sais pas si Marshall Salins, ça vous dit quelque chose. Bon, c'est un anthropologue qui vous décrit des sociétés primitives en Australie par exemple, et puis il vous dit, bon, c'est des gens qui vivent très bien parce que bon, ils veulent pas d'activité, c'est-à-dire que c'est des gens qui bossent 2 heures par jour à tout casser. Et en soi, bon, ils vivent très bien à partir de là. Ils sont pas en compétition les uns avec les autres. C'est des sociétés très primitives. Enfin, c'est des sociétés primitives dans lesquelles il y a une forte cohésion sociale. Et c'est des sociétés où on travaille pas. Et en réalité, c'est des sociétés où l'abondance règne parce que justement, on vit selon ses besoins et donc on se pose pas trop de questions. Et voilà. Bon, donc c'est amusant parce qu'à partir de là, en fait, on retombe avec cette description anthropologique de certaines sociétés australiennes. On retombe sur la description en fait de ce que nous décrirait Kant dans une société qui ne serait pas mue par cette insociable sociabilité. Donc, en tous les cas, mais alors, vous me direz, pourquoi ce serait souhaitable? Enfin, en soi, on pourrait avoir l'argument de Marshall Salins qui nous dit, au fond, c'est mieux. Enfin, en réalité, eux vivent très bien. Ils bossent 2 heures par jour, et puis, pourquoi se casse-t-on tant la tête? Pourquoi mène-t-on des existences, au fond, basées sur la rivalité, et j'en passe? Et parce que, précisément, ce qui se passe, c'est que par les vices que je disais tout à l'heure, donc par cette ambition et j'en passe, la société se transforme en un tout moral. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que
ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait, structurellement, ce vers quoi on va tendre, c'est vers une société plus morale, vers une société plus vertueuse, justement à travers les vices des individus. Donc dans une société où l'impératif catégorique sera roi. Alors, pour expliquer ça, je vais pas l'expliquer, je vais l'expliquer de biais. Je vais pas l'expliquer directement, mais je vais en repasser par une histoire de la pensée au XVIIIe siècle. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que donc ce que je veux expliquer ici, c'est pourquoi Kant nous dit en gros qu'à partir de l'ambition, de la rivalité, etc., on va parvenir à une société meilleure parce que plus vertueuse. Transformer ainsi la grossière disposition au discernement moral, préhistorique, ce que vous dit Kant, en principe pratique déterminé. Principe pratique déterminé, c'est-à-dire par exemple en des impératifs catégoriques à la kantienne, donc je ne sais pas moi, enfin des impératifs catégoriques, bon, voilà, la morale kantienne. Je ne vais pas vous faire un cours sur la morale kantienne, de toute façon. Je crois que Oriane vous en a parlé. Oriane a dû vous en parler, enfin peu importe. Dans tous les cas, qu'est-ce que je vous disais? Oui. Comment on en arrive à cette idée? Alors, je vous disais que j'allais aborder ça de biais. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, je vais en repasser par le début du XVIIIe. Parce que là-dedans, en fait, l'influence de la pensée des Lumières est très forte sur Kant. Ces développements, en fait, sont dans l'affiliation d'un texte du début du XVIIIe siècle, qui marquera son siècle et qui, en fait, nous marque jusqu'aujourd'hui, parce que c'est un texte qui va féconder aussi toute l'économie moderne. C'est la fable des abeilles de Mandeville. C'est assez cliché. Là-dessus, je ne vous dis rien de révolutionnaire. Je vous ai mis ça dans le chat. Je vais vous toucher 2 ou 3 mots de ce texte et vous allez voir en quoi on peut mettre ça en lien avec notre texte de Kant. Ne serait-ce que parce que ça permet de comprendre l'horizon de pensée de Kant, même si Kant s'oppose à ce texte en tant que tel. Mandeville, au début du XVIIIe, nous dit la chose suivante. On a longtemps pensé qu'une cité fonctionnelle était une cité vertueuse. Donc vous voyez, on retrouve les bergers d'Arcadie que nous décrit Kant tout à l'heure, là, nos bergers qui travaillent jamais, qui vivent dans la parfaite concorde. Bon, ils paraissent et tout va très bien. Bon, Mandeville nous dit, voilà, mais une société où il n'y aurait nul égoïsme, pense-t-on, fonctionnerait parfaitement. Mais c'est oublier que le vice peut être productif et produit involontairement de la vertu sociale. Par exemple, les voleurs. Mandeville vous dit la chose suivante. Voler un avare, c'est remettre de l'argent qu'il thésaurise en circulation. Et ça, c'est bon pour l'économie. Ça fait sortir des gens de la pauvreté. Et à partir de là, ça leur évite à leur tour de tomber dans le vice de la sorte, et donc de voler. Et j'en passe. Bref, les vices privés, alors là, formulé de manière très caricaturale, évidemment, mais dans tous les cas, l'idée, c'est que les vices privés font, in fine, les vertus publiques. C'est une idée, d'ailleurs, qu'on retrouvera chez Adam Smith, c'est une idée qu'on retrouvera dans toute l'économie politique moderne, comme je vous le disais. Kant ne rejoint pas Mandeville, aux yeux de qui une société vertueuse en tant que telle ne saurait être prospère. Bien au contraire, ne serait-ce que parce que la moralité, la morale étant entendue comme l'ensemble des règles selon lesquelles nous devons agir chez Kant, déterminée chez Kant par la raison et non par l'intérêt, est une force à l'œuvre dans l'histoire. Reste que, sans les thèses de Mandeville que je viens de vous exposer, à savoir que les vices privés font in fine les vertus publiques, il est difficile de saisir l'horizon de pensée dans lequel se déploie la pensée des Lumières, celle de Kant notamment. Bon. Alors, donc comme je vous le disais, il s'y oppose, mais c'est quelque chose qu'il reprend malgré tout. En vous disant la chose suivante, et là je vais prendre un autre texte de Kant parce que c'est un texte où peut-être c'est formulé de manière plus claire que dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, à savoir le Vers la paix perpétuelle. Alors c'est un autre texte très court, alors c'est une 50aine de pages, c'est un peu plus long que l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Dans Vers la paix perpétuelle, Kant nous dit la chose suivante. Il y a dans les États une dialectique entre morale et intérêt permettant le progrès. Et c'est comme ça qu'en fait ça fonctionne. Et c'est là qu'on comprend le texte que je vous citais tout à l'heure. En effet, et c'est l'exemple qu'il prend, et vous allez voir qu'on retrouve en fait directement l'exemple de Mandeville avec ses vices privés qui font les vertus publiques, même dans un État qui serait uniquement constitué de diables. Il nous donne cet exemple. Mettons un État où vous n'avez que des diables. Vous n'avez pas d'êtres humains, vous avez des diables, vous êtes on ne peut plus vicieux. Dans un État uniquement constitué de diables, affirme-t-il, même si chacun est individuellement vicieux, pour peu que tous soient raisonnables, tous peuvent déduire quelles sont les règles morales auxquelles ils ont particulièrement intérêt. Par exemple, et Kant reprend l'exemple du vol dans mon souvenir, le vol.
Et justement, bah, c'est un exemple que citait Mandeville aussi. Alors c'est amusant parce que vous voyez les mêmes exemples, exploités différemment évidemment, mais c'était pour vous donner une idée de l'horizon de pensée de Kant. Kant nous dit la chose suivante: même si tous désiraient voler, parce qu'on est dans une société de diable, ils sont tous très vicieux, ils veulent tous voler, bon voilà. Pour autant, personne ne désire que tous les autres puissent voler, autant qu'ils le souhaitent. Parce que si tel est le cas, bah, on est soi-même volé. Vous voyez? Et donc, à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tendre tendanciellement à des lois plus morales. Parce que, à mesure que la société se développe, se font jour de nouveaux conflits d'intérêts qui poussent à chercher où est l'impératif catégorique. Ici, pourquoi ne faut-il pas voler? Bah, précisément parce que c'est l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, on recherche la loi universelle, la loi qui serait applicable à tous les hommes. Et ici, on s'aperçoit que si tous les hommes volaient, bah, nous-mêmes serions lésés. Donc même l'intérêt nous permet de trouver l'intérêt catégorique. Et ça, c'est très fort. En d'autres termes, la morale seule ne suffit pas dans le système de Kant pour le progrès de l'histoire, parce qu'elle nous mènerait à un immobilisme et que de toute façon, les hommes ne sont pas moraux. Mais ce n'est pas grave, parce que la morale s'affrontant à l'intérêt personnel pousse à l'émergence de règles plus morales. Et donc, in fine, à un progrès dans la moralité, et non seulement dans la moralité, mais aussi dans le bien-être, dans les conditions de vie, et j'en passe. Parce que, bon, c'est malgré tout un progrès qui pousse à du confort, en plus, qui pousse à du développement matériel, et j'en passe. Donc, on a à la fois développement matériel et développement moral, bref, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Voilà. Donc, pour en revenir maintenant à la suite du raisonnement kantien, comment ça se déploie à partir de là? Ben, à partir de là, vous avez là un progrès au sein d'un État. Donc, vous avez concrètement cette tension constante entre moralité et intérêt qui est dépassée par des règles morales édictées, y compris en vertu de l'intérêt, mais qu'importe, parce que ça conduit in fine la société vers un horizon plus moral, mais non seulement plus moral, mais qui plus est avec un plus grand développement matériel. Vous voyez, vos bergers d'Arcadie, tout ça, c'est pas très formulé, ils ont pas d'intérêt. Ils suivent pas réellement l'impératif catégorique. Enfin bon, vous êtes dans des intuitions morales, une grossière disposition et discernement moral, vous dit Kant. Là, vous allez poser des principes pratiques déterminés. Et donc, vous avez une société qui devient un tout moral. C'est le texte que vous citez tout à l'heure. Bref, c'est absolument merveilleux. Ça, c'est au sein des différents États. Or, ensuite, entre les différents États, il se passe la même chose. Les différents États sont antagonistes les uns aux autres. Donc, enfin, ils sont en opposition. C'est le caractère insociable. Vous avez des conflits. Mais en même temps, Kant vous le dit, les États sont de plus en plus interdépendants, notamment sur le point de vue économique, avec le développement du commerce international. Donc en fait, vous retrouvez l'insociable sociabilité. Ils ont besoin les uns des autres, et ils ont des intérêts rivaux. Et donc à partir de là, vous vous doutez bien qu'on peut dérouler le raisonnement précédent. Et donc de la sorte, la guerre, par exemple, ne peut tendanciellement mener qu'à la fin de la guerre. Parce que, elle se déploie pourquoi? Elle se déploie parce que les antagonismes sont de plus en plus forts. Mais donc, ce faisant, elle met en jeu de plus en plus d'intérêts économiques, et j'en passe. Et donc, accroît les interdépendances, conduit cette société des États à un tout moral, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et donc s'amélioreront ainsi peu à peu par la force des choses les institutions, les constitutions politiques, ne serait-ce que parce que les institutions les moins morales, et j'en passe, vont de toute façon péricliter. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la réalisation d'un idéal, d'une société parfaite, un idéal, oui, irénique. Une société sans état en l'espèce, vers laquelle on va s'acheminer. Donc, il faut considérer la raison comme présente chez l'homme en vue d'un but. On retrouve tout à l'heure la question originelle, dans quel but est présente la raison chez l'homme? Un but qui est celui non pas de l'homme, non pas de l'individu, mais celui de l'espèce, vers lequel elle s'achemine. Et pour cause, la raison, et pourquoi cette intuition est justifiée? Parce que la raison ne peut trouver son plein de développement dans un seul individu. Elle nécessite l'intégralité de l'espèce pour se développer. Il y a un fil conducteur dans l'histoire humaine, on se dirige en effet vers une constitution politique parfaite. Alors attention, pour autant, comme je vous le disais, le système de Kant n'est pas aussi naïf que la vision de Condorcet par exemple. Kant vous dit que primo, nul ne sait quand elle adviendra. Secondo, ça n'empêche pas les retours en arrière locaux, c'est-à-dire que il est possible que, je ne sais pas moi, dans tel état ça régresse telle année, la liberté publique, on régressait dans tel état. Très bien, mais c'est pas un problème. L'histoire empirique, elle suit son cours de manière imprévisible. Mais l'horizon lointain est presque posé en fait hors des temps. Et cette réalisation de l'idéal kantien. Bien sûr, alors à partir de là, Kant, il prétend pas expliciter quelle est cette constitution politique parfaite. On ne peut la connaître par la raison, tout juste parle-t-il d'une union civile du genre humain parfaite, en affirmant que ça conduit à la paix perpétuelle.
Mais vous voyez, ce faisant, en fait, on a bien cet horizon eschatologique, qui était l'horizon chrétien, en fait. Bon, bah, la fin des temps, et j'en passe, bah, c'est ça, avec le triomphe final de la cité de Dieu. Vous voyez, le conflit entre la cité terrestre et la cité de Dieu, le conflit entre l'intérêt personnel et l'intérêt, et la morale, conflit qui, en fait, bon, bah, est pas à entendre de manière dramatique, et pas à entendre de manière si dramatique que ça, puisque de toute façon, tout ça va s'accomplir avec la réalisation finale de la cité de Dieu. On retrouve ça dans le thème de l'accomplissement final de la moralité, cette union civile du genre humain parfaite. Bref, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la question de la laïcisation des concepts théologiques. En fait, vous pouvez reprendre la lecture chrétienne de l'histoire, remplacer Dieu par la raison, horizon eschatologique par union civile du genre humain parfaite, remplacer cité terrestre par l'intérêt, l'insociabilité de l'homme, remplacer donc l'amour de soi, dont parlait Saint Augustin, on le retrouve, hein, remplacer la cité de Dieu par la moralité kantienne, abstraite. Et à partir de là, vous pouvez déployer le raisonnement. Vous voyez bien que c'est le même raisonnement, mais sous une forme bien plus rationnelle, enfin bien plus rationnelle en apparence. C'est très intéressant parce qu'en fait, c'est là que vous voyez que se valide l'intuition de Carl Schmitt que je vous formulais tout à l'heure, à savoir que nos concepts politiques sont bien souvent des concepts théologiques laïcisés. Vous voyez? Donc vous avez un raisonnement rigoureux. Je ne suis pas en train de faisant la généalogie du raisonnement, je le répète une fois de plus, je ne suis pas du tout en train de dire que pour autant le raisonnement perd de sa valeur intrinsèque. Je suis simplement en train de vous signaler qu'il y a des parallèles assez frappants et qu'à partir de là, il faut bien penser à nos concepts politiques, concepts théologiques laïcisés. Bref. En tous les cas, il y a une rationalité dans l'histoire. Rationalité dans l'histoire qui nous conduit à poser, puisqu'on assiste à l'émergence de principes rationnels directement de l'histoire politique, qui nous conduit à penser une histoire de la raison. Mais, et je reprends là un élément à des commentateurs de Kant, alors en l'espèce Yirmiyahu Yovel, enfin je ne sais pas prononcer l'hébreu, donc c'est un commentateur israélien, mais peu importe. Cela semble conduire à historiciser la raison, ce que Kant refuse de faire en même temps. C'est-à-dire que il vous pose d'un côté cette idée qu'il y a d'abord une grossière disposition et discernement moral, et par la suite, cette réalisation à la fin des temps de cette moralité parfaite, moralité qui dans tous les cas correspond finalement à la raison, c'est-à-dire que c'est parce que la raison est en mesure de déterminer les impératifs catégoriques qu'elle est en mesure de déterminer ce qui est moral. Vous voyez. Or, Kant ne saurait se résoudre à historiciser la raison, tout en vous posant ces principes moraux mal formulés chez les bergers d'Arcadie et j'en passe, puisque chez lui, la raison est normalement anhistorique, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle époque, on est en mesure de poser un impératif catégorique. Vous voyez, l'impératif catégorique, en soi, c'est ce qu'un homme sub specie aeternitatis, c'est ce que le sujet transcendantal dirait, c'est ça, c'est ce que n'importe quel sujet dirait en tant que sujet rationnel. Il n'y a pas d'historicité de la raison en tant que telle chez Kant. Donc, en fait, on a cette tension entre d'un côté l'impératif de penser, pour qu'il y ait nécessité de penser un progrès dans l'histoire, et en particulier avec ce progrès de la morale, progrès dans l'histoire de la raison, il y a nécessité de penser une historicité de la raison, et en même temps, on peut penser la raison que comme anhistorique. Comment sortir de cette aporie? Comment, ce faisant, lever l'opposition, qui est l'opposition kantienne, entre l'histoire rationnelle, d'accord, donc cet horizon téléologique qu'il pose, et l'histoire empirique, puisqu'il vous dit, c'est pas constatable dans les faits. Vous êtes bien gentil, mais à partir de là, elle sert à quoi votre histoire rationnelle? Vous voyez, ces deux antinomies se posent. Donc d'un côté, une raison anhistorique face à une histoire de la raison qu'il est nécessaire de construire. D'un autre côté, un caractère empirique dont on ne peut rendre compte avec le rationnel, alors même qu'on prétend faire de la philosophie de l'histoire. D'où la question, faite assez basique, des institutions concrètes par lesquelles se déroule le progrès en histoire. Et c'est là que j'aimerais dépasser la lecture kantienne et vous montrer qu'au passage, historiquement, c'est aussi ainsi qu'elle a été dépassée de toute façon. Pour le comprendre, donc, pour comprendre comment on peut dépasser cette aporie, j'aimerais ici, pour suivre notre itinéraire, en venir à la lecture hegelienne. Alors, on en vient ici peut-être au morceau le plus délicat du présent exposé. Je vous mets en garde, Hegel, c'est un auteur difficile, ne serait-ce que parce qu'il a une pensée qui, plus que tout autre, fait système. C'est-à-dire que quand on rentre
par un bout dans la philosophie de Hegel, en fait, faut tout embrasser en même temps, mais on peut pas. Donc alors je ne sais pas si j'arriverai très bien à vous le vulgariser, d'autant plus qu'en fait, je me suis dit que j'allais vous faire court sur Hegel aussi, pour me permettre de me remettre les choses au clair là-dessus, pour ce qui me concerne, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, n'hésitez pas à me signaler tout manque de clarté de toute façon. Mais en tout cas, je vous préviens de toute façon que Hegel, vous essayerez peut-être de lire un jour, enfin si vous avez envie de lire, essayez de lire, vous verrez, c'est très obscur, c'est très délicat. Je vous invite, en tout cas, plutôt que vous frotter directement au texte de Hegel, à lire par exemple, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel par Jean Hippolyte, qui en fait, ou en tout cas lire des commentateurs, alors pas tous les commentateurs, mais ce commentateur-là par exemple est quand même plus clair. Bref, ne commencez pas par Hegel directement, vous pouvez essayer, mais vous aurez l'impression de lire du chinois mandarin. Oui. Je m'appuierai là-dessus, en tous les cas, pour faire la présente synthèse. Donc c'est un texte qui est intéressant parce qu'il fait le va-et-vient à travers les textes de Hegel. Donc, en tous les cas, j'aimerais dépasser Kant à partir de Hegel. Hegel qui a lu Kant, qui écrit, comme vous le savez peut-être, au début du XIXe siècle, dans un contexte intellectuel marqué par le kantisme, mais aussi, c'est très important pour comprendre Hegel, par la Révolution française. Et vous allez voir, ça se sent très vivement dans certaines assertions. Bien. Comment comprendre, à partir de là, la philosophie hegelienne et comment comprendre qu'elle puisse nous permettre de dépasser l'aporie léguée par le kantisme? En d'autres termes, cette aporie entre d'un côté, cette histoire rationnelle, d'un côté l'histoire empirique, première aporie, deuxième aporie, entre une histoire de la raison à faire et une raison anhistorique. Bien, on part d'une hypothèse fort simple, hypothèse qui n'est pas fondée empiriquement, ce qu'admet Hegel d'ailleurs dans l'encyclopédie des sciences philosophiques, mais il l'admet en ajoutant, vous allez voir. Donc d'abord, je vous donne l'hypothèse, ensuite je vous dis pourquoi Hegel l'admet. Donc l'hypothèse est la suivante. Il y a une intelligibilité en histoire. Cette hypothèse n'est qu'un cas particulier d'une thèse plus générale et bien plus forte, selon laquelle on peut, et vous allez voir, c'est une thèse en fait qui paraît assez folle, on peut identifier le réel et le rationnel. Ce qui va bien plus loin que la simple hypothèse selon laquelle il y a du sens à chercher par notre raison, par notre rationalité dans le cours des événements, puisque ça revient à affirmer que la raison désigne dans le réel ce qui existe vraiment. En d'autres termes, la raison n'est pas le simple produit d'une subjectivité qu'on va ensuite utiliser pour interpréter le réel. La raison est une puissance agissante dans le monde, et c'est comme ça que l'histoire du monde avance. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'assez fou. Comment Hegel le justifie? Alors, il le justifie dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques en disant que de même que le juriste doit faire preuve d'une partialité pour le droit, de même le philosophe doit faire preuve d'une partialité pour la raison. Alors, à vous de voir si cette justification vous va, mais donc en d'autres termes, parce qu'on est philosophe, de toute façon, on doit partir de cette hypothèse. Alors, on pourrait lui poser la question, pourquoi cette hypothèse, alors, serait-elle heuristique? Et dans ce cas-là, pourquoi la pratique philosophique se justifie-t-elle de toute façon? À ça, il vous répond avec une phrase, assez belle, donc je vous la cite quand même, même si, elle peut sembler un peu sophiste, mais passons, elle peut sembler un peu sophiste, mais parce que le parallélisme est joli, mais passons. En tout cas, le parallélisme est joli, donc autant le goûter. Il y a cette phrase magnifique dans son introduction à ses cours sur la philosophie de l'histoire, c'est des cours qu'il a donnés réellement en 1822-1823. Si vous considérez le monde rationnellement, lui aussi vous considérera rationnellement. En d'autres termes, à supposer une raison aux choses, elles se donneront à voir comme marquées par une raison. Alors vous me direz que c'est un peu tautologique, mais admettons. Je vous demande de l'admettre. Voilà. En tous les cas, l'histoire à partir de là, c'est la même chose que le développement de l'esprit. Hegel définit dès lors l'histoire de la sorte. L'histoire est le processus par lequel l'esprit se découvre, ainsi que son propre concept. Dit autrement, le développement historique du monde consiste dans le progrès de son aspect spirituel, l'esprit. Elle est donc à entendre comme un mouvement dialectique dans lequel progresse l'esprit. Par dialectique, il faut entendre qu'elle met deux termes en présence avant d'en subsumer l'un sous l'autre. Et comment ça se matérialise concrètement, ce progrès de l'esprit? Concrètement, vous pouvez vous matérialiser par exemple en considérant les états. C'est un exemple, c'est ce que considère Hegel dans ses cours d'introduction à la philosophie de l'histoire, en vous disant que
vous pouvez prendre finalement la marge des relations interétatiques et bon, vous allez plutôt bien comprendre ce qui se passe. Alors, je vais y venir tout à l'heure, mais en attendant, je commence par remarquer un fait assez simple, à savoir que Hegel élimine, ou du moins montre qu'on ne saurait se réduire à l'étude des individus, qu'il tient pris seul pour de pures abstractions. Lorsqu'on parle de l'esprit, dans la mesure où l'esprit, ici, consiste, enfin, en ce qui se développe dans l'histoire, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est l'esprit d'un peuple à la rigueur, mais certainement pas celui d'un individu. Quand vous naissez, pour le dire de manière tout à fait prosaïque, parce que dit comme ça semble bien abstrait, je vous parle de l'esprit, enfin, vous avez sans doute l'impression, esprit es-tu là, et puis bon, on va taper sous les tables, et puis hop, l'esprit vient nous parler. Non, ce n'est pas ça, mais c'est tout simplement, regardez, quand vous naissez, je vais ici le formuler de manière un peu triviale, donc un peu réductrice par rapport à ce que dit Hegel, évidemment, mais le tout préexiste à ses parties. Pour dire trivialement, quand vous naissez dans un milieu, vous naissez dans un peuple, vous naissez dans une certaine atmosphère intellectuelle, etc. Donc à partir de là, il y a en quelque sorte un esprit d'un peuple dans lequel vous baignez, et dont vous êtes l'expression. Pourquoi poser ça? Parce que, autrement, vous êtes conduit à poser une raison abstraite se développant dans chaque individu de manière achevée. Ça, c'est ce que faisait Kant, qui vous disait, en gros, je pose des tas d'individus, ils sont tous dotés de la même raison historique, et c'est à partir de là que je vais décrire le progrès historique. Donc ils sont tous dotés de la même raison, ils sont tous dotés de la même moralité, et j'en passe. Bon. Or, en posant ça, vous ne pouvez pas comprendre des faits pourtant simples. Par exemple, et c'est ce que vous dit Kant, c'est ce que vous dit Hegel, dans Différence entre l'imagination religieuse grecque et la religion positive chrétienne, vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, un fait tout bête que Kant ne peut pas expliquer, le fait qu'est sombré corps et bien les religions païennes de l'Antiquité, intimement liées aux cités où elles se déployaient, au point qu'aujourd'hui, non seulement on n'y croit pas, au même titre que par exemple, on peut ne pas être chrétien par exemple, mais qu'on conçoive même pas qu'on puisse sérieusement y croire. Je vous dis par exemple, mettons que je vous dise demain, je crois en Zeus, Athéna et j'en passe. Sans doute arrêterez-vous d'assister à ces cours en vous disant que celui qui vous fait ces cours est un fou. Alors qui croyaient des anciens remarquablement intelligents. Hegel vous dit, en fait, ça s'explique, en l'espèce, il l'explique par la dissolution de l'État ancien avec un réel sens de la citoyenneté, qui à partir de là explique pourquoi il devient impossible pour une raison individuelle de croire aux religions païennes. Ça prouve bien que notre raison, elle ne se déploie pas de manière individuelle. Notre raison, en fait, elle se déploie dans un esprit qui est l'esprit d'un peuple, un Volksgeist qui est donné, et donc à partir duquel on peut comprendre la manière dont on raisonne. Il faut dès lors abandonner toute explication passant par une idée fantasmée de la nature humaine, et ça, c'est le projet des Lumières, en fait, qu'on fait sombrer, ce faisant. Le projet des Lumières qui était de dire, il y a une certaine nature humaine à partir de laquelle on déduit le progrès humain. Hegel nous dit, non, la nature humaine, où est-ce que vous la trouvez, de toute façon? L'homme, il change selon les circonstances, selon les peuples, et j'en passe. Et donc, à partir de là, il y a différents esprits des peuples, et les esprits, sous-jacent le développement, de manière plus générale, de l'esprit, qui passe par différents avatars, différentes incarnations dans les différents esprits du peuple. Voilà. Donc, l'histoire est à entendre comme développement de l'esprit. Mais alors, ce terme esprit reste assez flou. Qu'est-ce qu'on entend par là? On le définit comme tel, c'est assez évident, par opposition à la nature, du moins intuitivement. Le propre de la nature, c'est quoi? C'est d'être soumis aux lois de la nécessité et de la contingence. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire de soumettre la nature aux lois de la nécessité et de la contingence. Mais non, en fait, contingence en ce que les concepts qui s'imposent à la nature sont extérieurs à la nature. Par exemple, les lois de la nature, je ne sais pas moi, une loi de la nature quelconque, la loi de la gravitation, la loi de la chute des corps. C'est une loi qui est nécessaire parce qu'elle s'exerce de toute façon, mais c'est une loi qui est contingente parce qu'elle est extérieure à la nature, c'est pas la nature qui se l'est déterminée. Et donc à partir de là, il n'y a aucune nécessité à ce que ce soit cette loi plutôt qu'une autre. Et maintenant que c'est cette loi, elle s'exerce de manière nécessaire. L'esprit, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui s'oppose à cette nécessité contingente? C'est une liberté pleine. Non contingente parce que le concept n'est pas à l'extérieur de lui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on posait la définition de l'histoire, si vous vous souvenez, comme... attendez, je reviens à ma définition. Le processus par lequel l'esprit se découvre lui, se découvre ainsi que son propre concept. D'accord? Vous voyez, ce qui se passe, c'est que vous avez un esprit qui n'a pas à l'extérieur de lui son concept, donc qui précise les lois qui s'appliquent à lui et j'en passe. Tout ça, ça lui est intrinsèque, ça lui est intérieur. Si bien que vous avez un esprit qui devient pleinement libre, et c'est ça le fil de l'histoire en fait, lorsqu'il prend conscience de sa propre nature.
au sens, non pas de la nature de tout à l'heure évidemment, mais au sens le plus évident du terme. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Il suit assez naturellement que l'histoire n'est autre chose que le développement de l'esprit entendu comme libération du dit esprit, donc c'est le progrès de la liberté, par opposition à cette nature qui est soumise à cette nécessité et à cette contingence dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, vous me direz, mais tout ça c'est singulièrement abstrait. Bon, je vais vous donner un exemple emprunté directement à Hegel, qui permet au passage de comprendre ce que j'entendais tout à l'heure par dialectique. Parce que je vous disais tout à l'heure, le mouvement par lequel l'esprit se découvre, ce mouvement historique, c'est un mouvement dialectique. Hegel nous dit la chose suivante, regardez. Si on raisonne par rapport à la liberté, au développement de la liberté dans l'histoire, puisque c'est ça, finalement, le jeu de l'histoire, dans la mesure où c'est le développement de l'esprit, et le développement de l'esprit, c'est le développement d'une autonomie par rapport à la nature qui est soumise à ces lois de la nécessité et de la contingence, bon, bah, Hegel vous dit la chose suivante. Prenez l'Orient ancien. L'Orient ancien, ça se structure comment? Vous avez un despote qui est libre, les autres, ils sont soumis. Qu'est-ce que c'est la liberté à partir de là? C'est l'arbitraire de sa volonté. Et qu'est-ce que c'est que la sujétion? C'est le fait d'être soumise aux lois produites de la volonté du tyran. Comment ça s'est dépassé historiquement? Par le passage à la cité antique, qui subsume les deux termes sous un terme nouveau, celui de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? La liberté, dans une cité antique, c'est être sujet aux lois de la cité. D'accord? Et donc, à partir de là, vous voyez, vous reprenez la liberté de tout à l'heure, donc la liberté du tyran qui était de faire ce qu'il voulait, vous reprenez la soumission des sujets, le fait d'être soumis aux lois produites de la volonté du tyran, vous subsumez les deux sous un concept nouveau, le concept de liberté, en fait, absorbe le concept de suggestion. Vous avez un dépassement dialectique de la liberté, de l'opposition liberté-suggestion par un concept de liberté nouveau, celui de liberté citoyenne. D'accord? Or, la liberté citoyenne, elle se définit par opposition à la liberté à l'esclavage. Donc, non pas par rapport c'est pas la même opposition que l'opposition sujet, esclave, despote, sujet, puisque maintenant vous avez l'idée de citoyenneté, mais vous avez encore une opposition à l'idée d'esclave. Ça, vous allez la résoudre dans l'idée moderne de liberté, qui va vous poser la liberté comme caractéristique de l'être humain. Bon, bah, alors qu'Aristote, par exemple, vous allez vous parler d'esclaves naturels contre des hommes libres naturels. Bon, bah, justement, vous allez tirer profit de cette naturalisation, donc de ce troisième terme entre liberté et esclavage, pour subsumer les deux et dire, bon, bah, la liberté, on va la ramener à cette idée de nature. Voilà. Donc, c'est comme ça que se font des dépassements successifs, et c'est comme ça que se déploie l'esprit. Bon. Alors, il n'empêche que, malgré tous ces exemples concrets, on fera régulièrement le reproche à la pensée hegelienne de ne pas rimer à grand-chose, parce que l'esprit universel, parce que finalement, c'est les esprits des peuples qui se déploient successivement, et ce faisant, c'est l'esprit universel qui trouve son plan de déploiement. Bah, est-ce que ça rime à grand-chose? Justement, ce sera la critique qui sera adressée à Hegel, et c'est sur ça que je vais clore le présent cours, c'est le dernier auteur que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est un auteur qui va emprunter à Hegel cette idée selon laquelle il faut mettre en évidence un mouvement dialectique. Vous voyez, bon, bah, il trouve ça intéressant, l'idée selon laquelle, bah oui, on part de l'idée, par exemple, qu'on a dans la cité antique, liberté, du despote, suggestion, et donc on va la dépasser par la liberté citoyenne, donc ce mouvement dialectique. L'idée du mouvement dialectique, c'est intéressant, nous dit-il. Mais de là, enfin, mouvement dialectique, oui, mais où s'applique-t-il ce mouvement dialectique? Pas dans un quelconque esprit universel. Ce qui rime pas à grand-chose, c'est des mots un peu creux. Moi, concrètement, quand j'observe l'histoire, bon, bah, je vois pas d'esprit. Enfin, esprit, es-tu là? Je reposais la question. Certainement pas. Le philosophe qui adressera cette critique à Hegel, qui dira gardons le mouvement dialectique, mais abandonnons cette idée que ce sont les idées qui meuvent le monde, au fond. Parce que c'est ça que nous dit Hegel. C'est finalement, il y a d'un côté la nature, d'un côté l'esprit. L'histoire, c'est la réalisation de l'esprit, c'est le développement de l'esprit. Et donc, à partir de là, l'histoire, bah, elle se fait par les idées. Bah, celui qui s'oppose à ça, vous le connaissez tous, c'est Marx. Marx nous dit, en effet, ayant subi très fortement l'influence de Hegel, qu'il faut conserver cette idée du mouvement dialectique, mais qu'il faut remplacer l'idéalisme par un matérialisme. En fait, il faut être plus plat. Vous voyez, l'idéalisme, ça rime à rien. Bon, bah, l'esprit universel, je vois pas trop. Le Volksgeist, bof. Bon, on est quelques décennies plus tard, évidemment, en pleine révolution industrielle, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que, encore une fois, le contexte historique joue énormément dans le déploiement de la pensée. Bon, à partir de là, ça nous donne quoi concrètement? Hegel primait, si vous vous souvenez, l'orientation idéologique d'une société, orientée vers la réalisation de la liberté, une idée abstraite. Ici, Marx nous dit, mais non, bon, tout ça c'est des idées abstraites, c'est des idées dans l'air, soyons plus concrets. Qu'est-ce qui nous est donné concrètement?
Je suis d'accord avec Hegel pour nous dire qu'il ne faut pas partir de l'individu. L'individu, ça rime à rien parce que l'individu change au fil du temps pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Mais alors, on part de quoi? On part de la structure des forces de production. Raison pour laquelle on parle de matérialisme historique. Alors, le terme n'est pas de Marx, mais de Engels, mais peu nous importe ici ces subtilités terminologiques byzantines, d'autant que ça désigne bien ce dont il s'agit. Une doctrine qui, en tant qu'elle met l'accent sur les réalités concrètes, plutôt que sur les idées abstraites et matérialistes, mais qui va échapper à l'accueil principal auquel se heurtent les doctrines matérialistes en général, en tenant compte, c'est le caractère historique de la démarche, du rôle actif des agents. On garde le caractère dialectique de la démarche, mais on se demande ce qu'est être un être humain. Il s'agit, pour reprendre le terme de Marx, de remettre sur les pieds la démarche de Hegel. Hegel, nous dit-il, part d'une intuition intéressante, mais marche sur la tête parce qu'il part des abstractions les plus éthérées, sans partir finalement des constats les plus concrets. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? C'est d'abord subvenir à ses besoins. C'est tout bête. Dès lors, l'homme est un être essentiellement productif. Ce qui compte, c'est la manière dont il produit sa subsistance. À partir de là, pourquoi dire que ce sont les idées qui mènent le monde? Ah non, ce qui compte, c'est de se nourrir. Donc ce qui mène le monde, c'est les structures matérielles, c'est l'infrastructure. Ces structures matérielles déterminent dès lors des relations productives entre hommes. La division du travail induit ainsi des classes sociales, si bien que l'idéologie, la culture, tout ce que Marx appelle la superstructure, tout ce en quoi Hegel verrait l'esprit, est en dernière instance déterminé par les structures de production. À mesure que les structures de production permettent le développement des forces productives, elles en viennent à devenir inadéquates. Ça finit par entraîner des révolutions. La classe soumise naguère devient la classe dominante. Des sociétés d'esclavage, on passe ainsi aux sociétés féodales, ce qui finit par entraîner l'émergence de besoins d'une main-d'œuvre plus qualifiée, d'un commerce plus important, etc., du développement de la bourgeoisie qui renverse à la noblesse féodale, et j'en passe. Pour vous citer, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un auteur sur la question, alors au moins pour clore ce cours, parce que franchement, c'est pas un auteur qu'on lit beaucoup, et pour cause, mais c'est un auteur, qui en l'espèce reprend des intuitions marxistes, sur le coup, bon, c'est assez fidèle, même si c'est très caricatural. Je vais vous citer donc Staline sur la question. C'est un texte qui date de lui, et c'est un texte de lui qui date de 1938, matérialisme dialectique et matérialisme historique, texte très caricatural, et pour cause, le but de Staline est de produire une vulgate, c'est pas un philosophe, mais un homme d'action, et donc son but, il n'est pas du tout philosophique, en tout cas bien moins que Marx. Vous allez voir, par exemple, que Staline, parlant de la féodalité, il va vraiment à la truelle, mais partant, Staline est bien plus facile à comprendre, et je dois bien vous avouer que ça ajoute le plaisir de vous citer des textes que plus personne ne lit. Au point que beaucoup ignorent que Staline a beaucoup écrit, alors qu'en fait Staline, c'est un type qui passait son temps à écrire des synthèses, alors pas forcément de très bonne qualité, qui ont beaucoup influencé la lecture qu'on a fait de Marx, ce qui est un peu dommage, parce que c'est très simplificateur, mais enfin, ici, ça dit bien les choses, même si Marx est beaucoup plus nuancé, attention, donc simplement là, je préfère d'abord vous présenter les idées à la truelle, et puis ensuite nuancer si j'ai le temps, plutôt que de faire l'inverse. Staline nous dit la chose suivante. L'histoire connaît 5 types de régimes fondamentaux de rapports de production. La commune primitive, l'esclavage, le régime féodal, le régime capitaliste et le régime socialiste. Sous le régime de la commune primitive, la propriété collective des moyens de production forme la base des rapports de production, ce qui correspond pour l'essentiel au caractère des forces productives dans cette période. Les outils de pierre, ainsi que l'arc et les flèches apparus plus tard, ne permettaient pas aux hommes de lutter isolément contre les forces de la nature et les bêtes de proie. Alors vous voyez la lecture de la préhistoire un peu, complètement caricaturale. En gros, ils avaient des outils de pierre, d'accord, sympa. Pour cueillir des fruits dans les forêts, pour pêcher de poissons, pour construire une habitation quelconque, les hommes étaient obligés de travailler en commun s'ils ne voulaient pas mourir, de faim ou devenir la proie des bêtes féroces ou de tribus voisines. Le travail en commun conduit à la propriété commune des moyens de production de même que des produits. Ici, on n'a pas encore la notion de propriété privée des moyens de production, sauf la propriété individuelle de quelques instruments de production qui sont en même temps des armes de défense. Ici, il n'y a ni contre les bêtes de proie. Ici, il n'y a ni exploitation ni classe. Sous le régime de l'esclavage, c'est la propriété du maître des esclaves, etc., etc. Bref, et on passe ainsi de régime en régime. Et ce qui va intéresser ici, c'est juste de vous expliquer. Oui, voilà. Voilà. Par exemple, en expliquant le passage du régime féodal au régime capitaliste, il vous dit la chose suivante. Concrètement, ce qui va se passer, c'est par exemple qu'à mesure que les forces productives se développent, les seigneurs, les nouvelles forces productives exigent des travailleurs qui soient plus cultivés, plus intelligents, que les seigneurs ignorants et abrutis, qui soient capables de comprendre la machine et sachent la manier convenablement. Dès lors, on aura passage à une société capitaliste parce que les capitalistes vont préférer avoir affaire à des ouvriers salariés, affranchis des entraves du servage
est suffisamment cultivé pour manier les machines convenablement. Donc, vous voyez, plus se développent les forces de production, plus celui qui est en suggestion, par exemple, a besoin d'être compétent pour pouvoir manier les forces productives, enfin, pour pouvoir manier les machines, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir un cerf complètement analphabète. Vous avez besoin d'un ouvrier qui sache lire et écrire, par exemple, et puis à qui vous pouvez faire manier des machines-outils un peu compliquées à utiliser. Et j'en passe. Bref, voilà, ça c'était pour vous citer Staline, juste parce que, bon, je résistais pas à l'idée de vous citer Staline. Mais bien sûr, Marx n'est pas aussi caricatural que Staline. Ce qui est intéressant, c'est que Marx n'en est pas resté à une théorisation abstraite, mais c'est aussi livré, et c'est là que vous voyez que sa pensée est aussi celle d'un temps, à quelques analyses concrètes, qui n'appliquent d'ailleurs jamais mécaniquement le modèle, mais savent être sensibles aux nuances présentées par les situations particulières décrites. Je songe par exemple aux 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, où Marx analyse très concrètement le coup d'État du 2 décembre 1851 par celui qui allait devenir Napoléon III. Dans ce texte, il interprète, par exemple, la République telle qu'elle se met en œuvre après la Révolution de février 1848 comme une forme étatique permettant de réconcilier les diverses fractions de la bourgeoisie et donne à voir comment, dans ses discours, l'action de l'État se pose comme celle qui réalise l'intérêt général, discours que permet l'avènement du suffrage universel. Ce qui s'opère, c'est la transformation d'un intérêt commun aux diverses fractions de la bourgeoisie, du fait de leur position dans les structures de production, en un intérêt présenté comme général. Je trouve l'exemple intéressant parce que en fait, ça montre bien que Marx est quelqu'un qui garde en tête cet horizon eschatologique, donc vous voyez la société sans classe à la fin des temps, et qui en même temps fait toujours des allers-retours avec le concret, les événements historiques tels qu'ils se produisent à l'époque où Marx écrit, concret qu'il analyse en fait bien plus finement que la doxa stalinienne très bourrine, qu'on retient d'ailleurs, enfin c'est malheureux, mais en fait c'est vrai qu'on lit beaucoup Marx aussi à ce prisme, c'est ça qu'on a en tête lorsqu'on a en tête Marx. Marx est beaucoup moins caricatural que ça, je suis pas en train de... voilà, donc, et c'est un homme qui, justement, là-dessus, garde en tête la leçon des Hegel, comme quoi il faut avoir cet ancrage avec la réalité empirique. Enfin, il n'y a pas d'opposition tranchée entre l'histoire, entre cet horizon eschatologique qu'on va penser et l'histoire empirique telle qu'on va la décrire. Voilà. Donc, bon, je m'arrête là plutôt que de développer plus longuement la pensée marxiste. Le cours suivant sera l'occasion, justement, de taper de toute façon sur tout ça. Mais y a-t-il des questions sur les 5 minutes qui nous restent? Ou je vous ai assommé? J'avais juste une petite question, c'était quand on parlait de Kant et des bergers d'Arcadie, tout ça, à un Oui. moment vous avez parlé de gens qui travaillaient que 2 heures, une société en Australie ou je sais pas quoi. Est-ce que vous avez une Alors, référence là-dessus? oui, alors en fait, non, mais je vous disais simplement, lui n'y pensait pas. Hein. Quand chez lui, c'est purement théorique, mais je vais vous citer Marshall Salins, enfin je ne sais jamais comment prononcer son nom, c'est un anglo-saxon, vous savez. Et si vous voulez plus spécifiquement une œuvre de Marshall Salins, là je vous retrouve les titres en allant revoir sa biographie Wikipédia, c'est très pratique, mine de rien, ces trucs-là. Mais en fait, c'est amusant parce que ce qu'il constate empiriquement, ça correspond à ce que nous décrivait Kant. Honnêtement, oui, vous avez âge de pierre, âge d'abondance, l'économie des sociétés primitives. Donc, le titre est assez révélateur. Voilà. Donc, Il quand il affirme. était au courant que ça existait, il disait ça un petit peu dans son intuition, mais en réalité, ça existait vraiment quelque part dans le monde. C'est ça. Le grand argument de Saline, c'est ça, c'est de nous dire en fait, la préhistoire, c'est un âge d'abondance. L'âge de pierre, c'est l'âge où on a le mieux vécu de l'histoire de l'humanité. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais je ne suis pas là pour en juger de toute façon. Mais oui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça se constate très concrètement dans des sociétés, dans certaines sociétés encore existantes au début du XXe siècle. Alors, aujourd'hui, plus trop parce que bon, la, la globalisation et j'en passe sont passés par là, mais voilà, D'accord, merci. de rien. Y a-t-il d'autres questions? J'ai pas d'autres questions. D'accord. Et pour vous, Joël? Je n'ai pas de questions non plus. D'accord. Le cours était-il à peu près clair? Et correspondait-il peut-être couper l'enregistrement du coup, puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Et voilà.